Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de l'année 2017 de Football Universe. On revient avec une nouvelle émission et de beaux sujets à traiter ce soir. On a de nombreux sujets à traiter avec les chroniqueurs du soir que sont Christophe et Alexandre. Bonsoir les gars. Bonsoir. Salut. Donc bonne année déjà à vous deux et bonne année à vous les auditeurs. Donc on va traiter de nombreux sujets, donc on va parler Coupe du Monde 2026, on va parler de la vente du LOSC, on va parler des résultats du week-end, parce qu'il y a eu des matchs au week-end, voilà, on va parler aussi de plein d'actu transferts, on va parler de Payet, on va parler de plein de choses dans cette émission, vous allez être gâtés pour notre retour. Donc on va commencer par parler de la vente du LOSC. Ça y est, ça s'est officialisé dans la semaine. Gérard Lopez reprend officiellement le LOSC à Michel Seydoux. Michel Seydoux n'est plus le président de Lille depuis cette semaine. Donc un changement de propriétaire qui intervient... vendredi. De quoi ? Depuis vendredi, il est plus président. Ouais, depuis vendredi, depuis cette semaine quoi. Donc un changement qui intervient en plein milieu de saison, à la mi-saison pour le LOSC. Donc est-ce que c'est vraiment le bon moment pour les Dogs de changer de propriétaire ? Tu veux commencer, Christophe ? Bah comme tu veux, vas-y. Moi je dirais oui. Comme ça ils pourront pouvoir préparer le mercato estival. Parce que là ça va être un peu juste 15 jours, à moins que tu fasses des gros coups tout de suite, mais je pense que ça va être compliqué. Mais de toute façon, que ce soit maintenant, dans 3 mois, dans 2 mois, ou même avant, ça ne change pas spécialement grand-chose. Alors, petite question par rapport au nouveau propriétaire du LOSC, Gérard Lopez, qui, on le rappelle, était candidat à la succession de Margarita Louis-Dreyfus à la tête de l'Olympique de Marseille. Il a été... Et déjà avant, il voulait prendre Lens avant que Mamadou l'achète. Et alors, il a une petite biographie du gars. Il a été président de l'écurie Lotus F1 pendant quelques années, jusqu'en 2015. Il est propriétaire d'un club au Luxembourg, en V1, je crois, je sais plus. Alors, est-ce qu'on peut croire en les intentions de Gérard Lopez de faire grandir ce LOSC qui est un peu au plus bas en ce moment? Bah écoute, en tout cas je pense qu'il a la surface financière pour faire évoluer le LOSC. Après c'est bien d'avoir de l'argent, mais il faut surtout savoir bien l'utiliser, surtout en termes sportifs au niveau du recrutement et des choix qu'il va faire par rapport au directeur sportif ou à l'entraîneur par exemple. C'est des postes les plus importants. Et puis c'est déjà fait, donc après l'entraîneur faut voir. Ouais, et puis je pense que sinon il va être super motivé quoi, pour une fois qu'il arrive à enfin prendre un club après tous ces échecs là. Je pense qu'il va vraiment tout faire pour que ça marche. Après, le football, c'est un sport particulier. Parce que bon, déjà en F1 ça n'a pas très bien marché pour lui. Non, on le rappelle quand même qu'il a été viré après de très mauvais résultats avec Lotus. Donc voilà, c'est un peu l'inconnu, mais bon, ça peut pas être non plus pire que ce qui se passe en ce moment. C'est un peu la fin de cette ère. Michel Seydoux, donc. C'est bien qu'il y ait ce changement-là et que ça arrive maintenant, c'est pas si mal que ça au mercato d'hiver. Même si, effectivement, comme tu disais, Alex, c'est pas là où tu fais tes plus gros coups, mais bon, si ça te permet de renforcer un tout petit peu l'effectif, qui est pas mal en soi, le 11 est pas mal, mais c'est vrai que ça manquait un peu de profondeur de banc. C'est un peu comme l'OM, en fait, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, ouais.
Franchement, le mercato d'hiver, j'ai pas vraiment. Pour moi, s'il faut le mercato d'hiver, c'est pas spécialement grave. C'est les mercato d'été qui comptent vraiment. De toute façon, je pense que Gérard Lopez prendra vraiment, des mesures au niveau mercato, au niveau de l'effectif pour l'été. Là, il y aura des recrues, mais des recrues dans la même ligne que les saisons précédentes. Donc, ce sera des recrues, comment on dit, low cost. Pour compléter l'effectif et pour terminer la saison. On verra de quoi Gérard Lopez est capable au mois de juillet, à partir du mois de juillet. Ouais. Juin même. Ouais, enfin, la période du mercato estival, vous m'avez compris. Ouais, généralement estival ça commence déjà en juin. Donc par rapport au projet de Gérard Lopez, il a dit qu'il voulait s'appuyer sur une politique de formation de jeunes joueurs, donc un peu comme Monaco fait en ce moment et fait depuis plusieurs années. Est-ce que c'est la bonne méthode, imiter l'AS Monaco? Alors on voit le résultat aujourd'hui, donc oui. Oui. Après, je sais pas s'il y a de bonnes ou mauvaises méthodes. Je pense que dans tous les cas, dans n'importe quel club, il faut essayer de s'appuyer sur deux choses, sur effectivement la formation et sur un recrutement intelligent pour quand même accompagner justement cette jeunesse. Tu peux pas t'appuyer que sur les jeunes. On regarde Monaco, y a pas que des jeunes. Il y a des vieux briscards comme Falcao, comme Glick, comme Subasic qui est pas Moutinho. Voilà, je pense que c'est vraiment il faut trouver la combinaison entre les deux, quoi. Il y a un peu des joueurs avec pas mal d'expérience qui encadrent bien cette jeunesse là. Et un coach aussi qui sait s'appuyer là-dessus, quoi, quand il faut, et intégrer au fur et à mesure des jeunes dans l'effectif. Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant, et puis surtout quand tu sais que Lille a vraiment des outils. En plus, leur centre de formation. Ouais, leur centre de formation est vraiment flambant neuf. Et c'est vraiment un outil intéressant, et ça serait bête de sa part effectivement s'il l'utilisait pas. Donc je trouve ça pour l'instant plutôt intelligent de dire qu'il veut partir là-dessus, et après faut voir si ça marche, mais en tout cas déjà l'objectif est intéressant. Dernier point de l'arrivée de Gérard Lopez au LOSC, ça serait l'arrivée de Marcelo Bielsa au poste d'entraîneur en remplacement de Patrick Colo, qui fait un assez bon travail depuis le limogeage d'Antonetti. Est-ce que Lopez et le LOSC doivent faire de Bielsa leur priorité, ou est-ce qu'ils doivent aller voir ailleurs? Le problème de Bielsa, c'est que il y a un écho. Ouais, il y a un écho. Il y a un écho? Ouais. Ah, c'est bizarre ça. Attends. Ouais, il y a encore écho. Ah, bonjour. Allô? Ouais. Donc c'est bon? Ah, c'est bon. Ok. Ouais. Donc je disais, le problème avec Bielsa, ça aurait pu être très intéressant. Surprise en fait. C'est pas que t'attends. Ouais, mais surtout ça aurait été intéressant de faire ça l'été. Parce que le problème c'est qu'on connaît Bielsa, on sait qu'il est très exigeant, s'il vient, il va avoir des garanties sur du recrutement, sur des joueurs en particulier. Et là, mercato d'hiver, ça va être compliqué. S'il veut, 5-6 joueurs, ça risque d'être compliqué qu'il ait tous ces joueurs-là maintenant. Donc, après, je me demande comment il va faire pour travailler avec Luis Campos. Ouais, sachant que c'est deux forts caractères. Sachant que c'est deux forts caractères, la cohabitation. Campos aime bien avoir la main mise sur le recrutement, et Bielsa aimerait avoir tous les points de pouvoir au club. Ouais, je pense que Alexandre pense la même chose. La cohabitation risque d'être très compliquée. Pour moi, je pense qu'il va pas changer, il va laisser Colo qui fait du bon travail jusqu'à la fin de la saison. On sait qu'il cherche quelqu'un quand même pour le remplacer. Oui, mais après, il peut chercher pour faire maintenant pour préparer. Oui, voilà, c'est ça. Il peut lui faire signer un contrat pour l'été prochain. Sachant qu'en plus, les joueurs, apparemment, l'apprécient vraiment très très bien, Colo, depuis qu'il a pris l'équipe en main. Donc, faudrait bien qu'il réfléchisse là-dessus, Lopez, effectivement, peut-être pas changer de suite. Sachant que de toute façon, il pourra pas, comme on disait, changer l'effectif du tout au tout pendant le mercato d'hiver. Donc, peut-être essayer de garder Colo au moins jusqu'à la fin de la saison,
Et puis, quitte à préparer cet été, effectivement, et peut-être recruter Bielsa pour l'été prochain, ou même un autre entraîneur d'une autre envergure. Mais ça on verra. On va voir assez rapidement, de toute façon, au niveau du choix du coach. S'il veut faire un changement, ça va être très rapide. Pour le mercato d'hiver, il reste que 2 semaines, donc s'il le fait, c'est dans la semaine qui arrive. S'il le fait pas, je pense pas qu'il le fera en plein de cours de saison. Sauf ça, si vraiment les résultats sont... Voilà, ça dépendra des résultats surtout, je pense. Voilà. Pour Stolo, il fait du bon travail, puis il a des résultats en ce moment. Il est sur une bonne série d'ailleurs. Donc, voilà. S'il le change maintenant, c'est vraiment tout de suite là, avant la fin du mercato, sinon ce sera la fin de saison. Sinon, je vois pas l'intérêt de le changer, à moins que le résultat se dégrade et qu'il soit presque à la Ligue 2, mais c'est moyen. Je pense pas qu'ils en arriveront à Non, puis après, oui, non, mais c'est un exemple. Ouais. Pour moi, il y aura pas de changement, à moins qui est vraiment assez cool derrière, mais c'est tout. Puis après, pour Bielsa, ce sera pour le spectacle, je dis oui, puis après comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il pourra cohabiter avec Luis Campos? C'est ça la question. Moi, j'en doute. Donc ouais, voilà, tu connais le bonhomme un peu qui va avoir les pleins pouvoirs au club, que Campos aime bien lui aussi avoir les pleins pouvoirs pour recruter des joueurs. Si tu mets Bielsa dans les pattes, ou si Bielsa tu mets Campos dans les pattes, est-ce qu'ils vont arriver à cohabiter? Je crois pas. Ce sera, à ce moment, Bielsa n'est pas encore au LOSC, c'est une affaire à suivre donc. Autre sujet dont on va parler ce soir, c'est ça fait quelques semaines qu'il a signé, mais nous ça fait quelques semaines qu'on n'a pas fait d'émission, donc on va en parler un petit peu quand même, puisqu'il a fait de très bons débuts avec le Paris Saint-Germain. C'est l'arrivée de Julian Di Maria, oui voilà, de Julian Draxler au Paris Saint-Germain, en provenance de Wolfsburg. Draxler. Non, c'est Draxler. Faut le dire comme notre ami Jean-Charles Sabatier. Voilà. C'est Julian Draxler. Voilà. C'est bien. Dommage que Julien soit pas là. Donc, on le rappelle, Draxler est arrivé en provenance de Wolfsburg pour 5 millions. 38. 38, oui, voilà. J'ai rectifié. 38 millions. À moi, les chiffres, je les retiens. En provenance des Lille de Wolfsburg. Très bon investissement pour le moment pour le Paris Saint-Germain, vu que Draxler a marqué sur ses deux premiers matchs officiels en Coupe de France face à Bastia et en championnat face à Rennes, qui a permis d'ailleurs au Paris Saint-Germain d'empocher la victoire au passage. Alors, est-ce que Draxler était vraiment la priorité mercato hivernal pour le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il ne fallait pas s'attarder sur d'autres secteurs? Bah, tu sais, moi c'est mon avis à moi. Oui. Quand tu vois le Di Maria, comment il est depuis le début de saison, depuis qu'il arrive au PSG, Lucas qui depuis 4 ans nous promet un énorme joueur et tout, qui fait pas grand chose non plus, je dis que finalement, pour l'instant, ils ont chopé le bon mec. En plus, il a pas joué avec des champions, donc pour le mercato hivernal, c'est parfait. Ah ouais, dans l'absolu, c'est la bonne recrue. C'est là, dans l'absolu, là. Ouais, enfin, c'est pas grave, pour l'écho, vas-y. Bah ouais, dans l'absolu, c'est genre trop, hein. Ouais, mais comme on dit, dans l'absolu, c'est le joueur qu'il faut. Après, quand on regarde les saisons, enfin, les semaines précédentes, le PSG perd des points à Guingamp, perd des points, je sais plus où, à Montpellier. On voyait clairement que le souci était défensif. Donc, est-ce qu'il fallait pas est-ce qu'il faut pas d'ailleurs, parce que le mercato n'est pas terminé, que le PSG s'attarde sur cet aspect-là, la défense. Même si là, depuis quelques matchs, notamment les deux matchs contre Bastia et Rennes, il y a eu un net mieux de la part de la défense du Paris Saint-Germain. Je suis pas sûr que ce soit la défense le problème. Oui, voilà, pour moi c'était plus tactique. C'est un problème collectif, hein. Enfin, clairement, la défense en soi, elle est très bien. Enfin, c'est juste que voilà, c'est le changement d'entraîneur, je pense qu'il a joué un peu le temps qu'il s'habitue et tout. Enfin, c'est pas que depuis 6 mois que la défense est comme ça, ça fait quelques semaines. Le début de saison était mitigé parce que
David Luiz a commencé, il est parti. Ensuite, Marquinhos a repris une place de titulaire et a eu du mal à prendre ses marques d'ailleurs. Bon, là, ça va mieux. Après, oui, comme tu dis, Christophe, je pense que c'est aussi un problème collectif, mais ça influe indirectement sur la défense. Mais en plus, pour moi, les plus gros soucis qu'ont eu le PSG, c'est vraiment au milieu de terrain. Quand il y a eu les absences de Rabiot, quand il y a eu l'absence de Verratti, ces deux joueurs-là qui, à chaque fois, sont là, en général, le PSG, il marche plutôt bien. Le problème, c'est que Krikoviak, il est pas au niveau pour l'instant. Mota, ça dépend, c'est plutôt moyen, on va dire. Et puis surtout devant, ça manque d'efficacité offensive, quoi. Enfin, avec une première partie de saison de Di Maria catastrophique, un Lucas qui a fait un bon début de saison et puis qui s'est un peu essoufflé au fur et à mesure. Et bon, Cavani qui arrive à marquer quelques buts quand même, mais bon, c'est le seul vrai buteur de cette équipe. Enfin, quand j'appelle buteur, en termes de poste. Ouais, en termes de poste. Donc c'était un problème un peu vraiment d'équipe. Après bon voilà, la vue de Draxler, je pense que c'est un bon coup. Même si c'était pas forcément le poste où il y avait vraiment besoin de prendre un joueur, mais bon voilà, comme dit Alex, c'est un joueur intéressant et qui n'avait pas joué avec des champions, donc c'était tout bénef pour le PSG. En plus on connaît les qualités de Draxler, c'est un joueur quand même confirmé, même si il a fait une première partie de saison à Wolfsburg très très compliquée parce qu'il voulait plus, il faisait un peu la tronche, il voulait plus jouer pour Wolfsburg, il voulait partir. Donc on sait que ce garçon est super bon et qui va être certainement décisif pour le PSG dans les prochaines semaines. Et bon, il a déjà au bout de 2 matchs. Après voilà, il faut espérer qu'il fasse pas sa tête de Turc et puis ça sera pas tout le temps comme ça, il va pas marquer à tous les matchs non plus, hein, faut pas... Il avait d'ailleurs été élu joueur le plus décevant de Bundesliga, Draxler, sur l'année 2016. Ouais, enfin après ça, je pars du principe que c'est plus du bashing que tout. Ouais, mais bon, enfin, les stats parlaient aussi, hein, pour lui. Attends, écoute. Je veux dire, quand le mec est rentré à 5 minutes de la fin du match, et qu'on est comme ça. Ouais, après il y a un petit peu aussi, hein, parce que comme tu dis, il faisait vraiment la gueule pour partir de Wolfsburg. Ah bah, il devait partir cet été, le Wolfsburg l'a bloqué, donc le mec, il est parti au parfait. Il fait comme Payet en ce moment, le mec il voulait pas jouer pour Wolfsburg, il l'avait annoncé déjà l'hiver dernier qu'à la fin de saison il allait partir. Ils l'ont laissé finir, il avait fini la saison, ils l'ont retenu cet été en prétextant qu'ils avaient besoin de lui, machin, et lui il voulait pas rester, voilà, il a fait sa tête de con. Puis un élément de plus, son arrivée va peut-être aussi rebooster Di Maria, du fait que voilà, il y a une concurrence supplémentaire, et peut-être qu'il va se dire bon, faut que je me bouge un peu le fion, parce que il était un peu protégé par Emery, soit par choix, par défaut, ou parce que je sais pas s'il est vraiment bien ou pas. Mais là, du coup, comme il est un mec en plus sur les ailes, qui a largement le niveau de le foutre sur le banc, peut-être que ça va le faire réagir et qu'on va voir un Di Maria beaucoup plus, qui va retrouver son niveau, en tout cas en deuxième partie de saison. Ça serait pas mal pour le PSG. Ça reste à voir pour l'influence qu'aura Draxler sur le Paris Saint-Germain, qui aura de grands rendez-vous en seconde partie de saison. On le rappelle, un huitième de finale de Ligue des Champions à jouer contre le Barça notamment, qui va être très compliqué pour les hommes d'Unai Emery. Sinon, on va parler aussi des petites actus comme ça qui font tour en ce moment sur la planète foot. Donc déjà j'ai 2 infos. 2 petites infos transferts concernant c'est Julien Higuet. ouais, mais ça faut pas le dire. On coupera pas, mais faut pas le dire normalement. Donc 2 petites infos transferts qui sont tombées dans la soirée. Donc une qui vient de tomber au moment où on enregistre, c'est Beansport qui vient de la lâcher. Morgan Sanson serait très très proche de signer avec l'Olympique de Marseille. Ils l'ont lâché il y a longtemps. Non, mais la signature interviendrait demain. Montpellier serait d'accord pour lâcher Morgan Sanson pour 11 millions d'euros. Et donc la signature aurait lieu demain. Donc bonne nouvelle pour l'OM
oui ou non? Bah, vu ce qu'on a vu ce soir, oui. Oui, c'est sûr. Mais bon, avec Zambo-Anguissa, on va pas aller loin. Merci de cette analyse, Alexandre. Non, sinon pour parler du joueur en lui-même, est-ce que c'est une bonne pioche? Ouais, c'est un bon joueur, mais après Marseille, est-ce qu'ils avaient besoin encore d'empiler un milieu de plus? Bah, après on parle de ce soir. Hein. Je parle de ce soir. Vu ce qui s'est passé ce soir au milieu de terrain, je pense que c'est nécessaire. Après, c'est un joueur de talent. Hein. Sachant que Diarra partira, pour moi. De toute façon, il jouera plus. Et il jouera plus. Enfin, il jouera plus jusqu'au 1er février, comme a dit Rudy Garcia, tant que sa situation n'est pas clarifiée. Mais oui, on a besoin d'un milieu de terrain à Marseille parce que pour le moment, le Max Lopez et William Vainqueur font le boulot. Mais le troisième homme au milieu de terrain, c'est Anguissa. Bah, le troisième homme au milieu de terrain, c'est censé être Diarra ou c'est censé être Diarra, mais Diarra ne joue pas. Et Anguissa, il est là match sur 2, c'est sur courant alternatif. Donc après, je dis pas que Sanson, ça va être révolutionnaire, mais ça sera peut-être déjà un peu mieux, quoi. L'avenir le dira. Ouais. Donc oui, autre info qui est tombée un peu plus tôt dans la soirée aussi concernant l'Olympique de Marseille et le dossier chaud du moment à Marseille, c'est bien sûr Dimitri Payet reviendra pas. Et ben ça semble en très bonne voie, n'empêche, pour l'Olympique de Marseille, puisque SFR Sport nous a appris dans la soirée que la famille et le clan Payet se dirigeaient vers Marseille, avaient quitté Londres pour rejoindre Marseille. Dans la soirée. Sa femme et ses enfants sont retournés à Marseille déjà. Voilà, sa femme. Et après, pour la famille, j'en sais rien. Ses représentants aussi seraient retournés du côté de Marseille. Donc, est-ce que on peut d'ores et déjà dire que Dimitri Payet va rejouer sous les couleurs de l'OM? Bon, bah, ça sent bon. Ça sent très bon. Après, là, c'est le président Hérault et Zubizarreta qui doivent aller à Londres demain. Oui, pour aller discuter avec les dirigeants de West Ham. Voilà, avec les dirigeants de West Ham. Mais West Ham acceptera de négocier à partir du moment où Marseille mettra minimum 34 millions. Donc, donc oui, donc si vous êtes l'Olympique de Marseille, est-ce que vous mettez ces 34 millions? Franchement, j'ai envie de dire non. Non plus. Bah, après, le joueur, on sait tous que c'est un super joueur et qui va bien sûr apporter à Marseille et que ça va être excellent pour Marseille en termes sportifs, mais mettre 34 millions sur un joueur qui a bientôt 30 ans, oui. Si je dis pas de conneries, qu'on sait qu'il est au taquet là, clairement de ses possibilités. Il a fait un super Euro, il a fait une super saison avec West Ham, c'est un bon joueur, mais un peu moins dedans là sur cette première partie. Ouais, mais peut-être parce qu'il en avait marre de jouer à West Ham aussi, peut-être vu comment il allait au bras de fer. Ouais. À mon avis, comme je parlais en off avec Florent l'autre jour, on lui avait promis qu'il jouerait l'Europe cette saison, ils sont sortis autres préliminaires, après ça doit jouer aussi. Hein. Puis Londres, tu joues à West Ham, t'es là et cette année la saison qu'ils font, c'est pas. Ouais, puis c'est vrai que même si ça va mieux ces derniers temps, effectivement, ils ont fait un début de saison très compliqué. Catastrophique, ils étaient 19e avant Noël. Je crois qu'ils ont eu beaucoup de blessés aussi en début de saison, beaucoup de joueurs il y a Ayou qui revient de blessure. Hein. Qui revenait de l'Euro un peu fatigué aussi, dont Payet aussi, hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'il était pas aussi performant. Je pense que il a fallu qu'il digère un peu l'Euro. C'était sa première grosse compétition, après déjà avoir fait une grosse saison à West Ham. Première saison en Angleterre, hein, les premières saisons en Angleterre, je pense que c'est assez éreintant. Plus donc l'Euro, jusqu'au bout. Donc ouais, moi c'est pas l'avenue du joueur qui me dérange, c'est plus le prix, 35 millions, je trouve ça cher, mais bon, en même temps tu veux acheter... tu vois, le max ça serait 35, moi, au-dessus c'est trop. Bah ouais, parce que le problème c'est que t'achètes un joueur qui vient du championnat anglais, et qu'on connaît les clubs anglais, eux ils lâchent pas leurs joueurs parce qu'ils ont pas besoin d'argent. Donc. Voilà, donc faut vraiment. Si c'est comme un autre cas à part, tu prends Sakho, si Liverpool veut le garder au placard, il le garde au placard, c'est pas gênant. Quoi, tu vois c'est ça. Et ils ont tellement d'argent, ils ont même pas besoin d'argent tellement ils en gagnent avec le revenu télévisé que si un joueur veut partir et qu'il va pas le lâcher, ils le foutent au placard 6 ou 7 mois, ils s'en foutent. Hein.
Regarde Valdés, avec Manchester l'an dernier, il voulait partir, il voulait pas le lâcher, bah, ils l'ont gardé jusqu'à la fin de saison. Il joue avec les U21, donc c'est... Ah donc Payet vous êtes pour, mais pas pour le prix annoncé. Mais d'ailleurs, enfin pour défendre les dirigeants de l'OM. Après, je comprends la volonté des dirigeants de le vouloir à tout prix. Mais pour les défendre, au début, Marseille c'était, je crois, si je dis pas de conneries, 22 millions la première offre, qui a été refusée par West Ham. Donc je peux comprendre la volonté de l'équipe de Jacques-Henri Hérault de vouloir s'accaparer Payet, mais bon, c'est West Ham qui met pas du sien non plus, j'ai envie de dire. West Ham, c'est leur droit. Lâcher, après, c'est leur droit, c'est leur meilleur joueur quasiment. S'ils veulent le lâcher, ils le lâchent pas aussi. On peut pas leur reprocher. Hein. Après, si le joueur veut partir vraiment, faut qu'il fasse un effort, parce qu'ils vont pas cramer un joueur. C'est complètement débile. Ouais, mais comme il te disait Alex, le problème c'est qu'ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Attends, ils ont même pas besoin d'argent, Quentin. Qu'est-ce que tu veux que ça leur foute de foutre Payet au placard pour 6 mois? Franchement, ça leur coûte rien. Ouais. Eux, si demain, je prends un exemple tout bête. Payet, il garde Payet. Ils n'arrivent pas à le vendre. Le mec, il est pour son comportement, s'ils veulent, avec le salaire qu'il touche et tout, ça les dérange même pas de le foutre 6 mois avec lui 21 ou avec la réserve, hein. C'est pas gênant. Ils n'ont pas besoin de l'argent. Comme justement, c'est tout con, pourtant, Bilic, voilà, il a fait ça il y a 20 ans, hein, tu vois. Mais Payet, c'est leur meilleur joueur actuellement dans l'effectif, hein, et pourtant j'adore Lanzini, hein, mais Payet est le meilleur joueur, tu crois qu'ils vont le lâcher comme ça? Je ne pense pas. Tu demandes pas, tu demandes pas à n'importe quelle équipe de brader son joueur, son meilleur joueur, mais je sais, ils vont pas le brader, après... Mais moi je comprends très bien qu'ils veulent pas le vendre, hein. Moi c'est leur meilleur joueur, moi ça me ferait chier de vendre mon meilleur joueur, je le dis clairement. Mais moi surtout ce qui me gonfle avec un peu Marseille, la politique de Marseille, c'est pourquoi reprendre ces anciens joueurs. Il y a d'autres joueurs aussi qui... Comme la rumeur Mandanda, c'est pareil. Ça. Qui vaut le coup à ce prix-là et à ce poste-là, tu peux trouver bien mieux et peut-être même 2 joueurs de bonne qualité à ce prix-là. C'est ça aussi qui me gonfle un peu. C'est pas Payet, c'est très bien, et pas de soucis, c'est un bon joueur et tout. Il y a aucun problème. Mais quand on entendait retour de Mandanda aussi. Et putain, vous voulez pas non plus reprendre Ayou, vous voulez pas reprendre tous les anciens joueurs que vous avez lâchés en Angleterre. Enfin. Tu vois, par exemple, moi à l'arrière, je préférais presque avoir Ayou qui est plus jeune que Payet à l'arrière. Ouais. Non mais tu vois. On a l'impression que les dirigeants de Marseille ils se disent on va refaire la même qu'à l'époque de Bielsa parce que ça marchait super bien. Faut pas non plus déconner. Enfin, il n'y a pas que des anciens joueurs de Marseille sur le marché. Il y a d'autres joueurs qui peuvent être beaucoup plus intéressants, comme ce qu'a fait Paris avec Draxler. Ils vont le payer aussi cher que Payet. Je suis désolé. Pour moi, le prix qu'a payé le PSG pour Draxler, moi ça me choque pas. C'est un joueur qui est jeune, d'avenir, qui est déjà champion du monde, qui est un super joueur. Et tu vois la différence, tu vois. Il a fait quand même de belles choses avec des champions tout l'an dernier, donc voilà. Moi, c'est ça qui me gonfle avec Marseille. C'est bien de vouloir faire venir des joueurs, des bons joueurs, mais il faut pas se fixer non plus à faire, on va faire revenir les anciens joueurs. C'est comme si tu vois, demain Bordeaux, c'est un exemple tout, je prends Bordeaux parce que peut-être pour Bordeaux, tu vois, mais j'aurais pu prendre n'importe quel. C'est comme si demain Bordeaux se faisait racheter puis ils faisaient revenir Gourcuff, Chamac, tu vois, c'est vraiment. Oui, non, c'était mais comme ça, c'est bon. Au bout d'un moment. Faut passer à autre chose, quoi. C'est barré, bon ok, c'est barré parce que de la pointe qui a besoin de thunes. Enfin bref, c'est un autre débat. Voilà, mais il y a d'autres joueurs, tu vois. Il y a pas. Après, depuis qu'ils reprennent Bielsa et compagnie, tu vois. Enfin, après Payet, la chance qu'a Marseille, c'est que Payet a bien envie de revenir à Marseille parce que il a passé des bonnes saisons là-bas et qu'il aimait bien la vie marseillaise, donc. C'est vrai que je pense que t'as la mer à côté et tout, c'est vrai que c'est pas désagréable, quoi. Donc bon. Non, puis je te dis dans le contexte qu'il est parti, parce que lui voulait rester, hein, c'est vraiment la rune qui l'a fait dégager. Hein. Ouais. Bon, on va pas. Ils l'ont bradé en plus. D'autres cas à traiter. On va parler de Lille, là, qui va faire peut-être une des meilleures affaires en Ligue 1 cet hiver, puisqu'ils vont certainement accueillir. Attendez, j'ai pas le nom complet.
Oui, El Ghazi. Marcelo Bielsa, j'ai dit tout à l'heure. El Ghazi, le joueur de l'Ajax qui était annoncé à l'OM d'ailleurs. Hier. Alors d'ailleurs, à ce propos, oui voilà, non mais apparemment c'est une erreur de la Gazzetta parce que l'OM a démenti qu'ils étaient intéressés par le joueur. C'est juste la Gazzetta dello Sport qui a annoncé ça, c'était pas vrai apparemment. Non mais enfin moi je savais que Sky Italia avait annoncé le joueur au LOSC déjà. Mais enfin ça m'avait étonné. Oui, la Gazzetta dello Sport avait annoncé mais pour le Marseille. Tu vois. Ouais voilà, donc c'est bien Sky Italia. Et apparemment donc voilà. Donc El Ghazi, joueur d'avenir de l'Ajax, serait très proche du LOSC, 7 millions d'euros, donc ça serait la première recrue de l'ère Gérard Lopez. Est-ce que c'est oui, enfin ça reste dans la cohérence du projet annoncé de jeunes joueurs pétris de talent. Je sais pas s'il y a forcément beaucoup de choses à dire sur le sujet, les gars. Moi perso, je connais pas le joueur, donc je peux pas te dire. Ouais, moi non plus, je connais pas le joueur, mais j'ai déjà vu jouer 2-3 fois avec l'Ajax. Et franchement, il est très bon, il est très prometteur. Après, c'est aux Pays-Bas, donc tu vois, après ce qu'il va faire pareil en Ligue 1, on verra bien. Ok les gars, ok. Je voulais aussi qu'on parle très très rapidement de la fameuse série d'invincibilité en Liga, qui a été la gueule. Enfin en Liga. La série d'invincibilité pour un club espagnol qui a été battu cette semaine par le Real Madrid. Est-ce que on peut dire que c'est pour Zidane quand même? C'est clairement pour Zidane. C'est pas que pour Zidane, mais oui, c'est en partie pour lui. C'est en partie pour lui, puis surtout que c'était le Barça qui avait le record. Non oui, non, mais c'est en partie pour lui et c'est en partie pour l'équipe. Pour moi, c'est jamais soit l'équipe ou soit l'entraîneur. Sauf pour l'équipe. Chercher, sauf pour l'équipe de France en 2006 où c'était que l'équipe. Oui, voilà. Qui était vice-champion du monde. Mais sinon, non, là, dans ce cas-là, oui, c'est les deux. Je pense que Zidane a vraiment apporté sa patte. Et puis les joueurs on a l'impression que les joueurs le kiffent tellement qu'ils se défoncent, comme le but de Benzema qui a vraiment sauvé justement cette série en milieu de semaine contre Séville. Non. Oui. Séville, ouais. Oui, parce qu'ils ont reperdu ce soir. Ils ont perdu ce soir en championnat. Là, ils ont perdu ce soir en championnat contre Séville, ouais. Ouais, 2-1. Et ouais, ce but de Benzema, il sort de nulle part, quoi. Mais il s'arrache. Mais le truc, c'est que c'est tellement symbolique de cette série d'invincibilité, ce but à la 90e, parce que ça montre vraiment le travail que Zidane et les joueurs en font depuis. Il leur a fait un mental. Font depuis vraiment. Je trouve que c'est le Real le plus séduisant depuis, mais de loin. Depuis Ancelotti. Depuis Ancelotti. Pour moi, depuis Ancelotti, franchement, le Real de Benitez, on se faisait chier, mais. Ouais, le Real de Benitez, puis même Mourinho, j'ai beau adorer Mourinho, le Real de Mourinho, c'était une plaie. Le Real de Benitez, en même temps, on n'a pas trop eu l'occasion de le voir. Il est resté 6 mois. C'est une demi-saison, quoi. Il a fait 6 mois et puis au revoir, quoi. Va tenter à Newcastle, il nous fait pas chier. En même temps, ce con, il se met le vestiaire à dos dès qu'il arrive en disant que Ronaldo n'est pas le meilleur, donc déjà ça. Quand tu connais l'ego du mec, tu sais très bien que tu lui mets un coup direct dans la tronche comme ça, puis après tu fais chier avec Gareth Bale qui a joué sur son côté, lui tu le mets en pointe. Il arrive avec ses idées, il est mort avec ses idées. Des choix discutables. Il part avec ses idées. Donc voilà. Donc oui, j'avais pas d'autres sujets à traiter. Donc oui, passe à autre chose. Allez, on va passer à autre chose. On va passer à notre thème du soir, quand même, parce que ça a fait beaucoup parler ces derniers jours. Notamment en début de semaine, c'est la fameuse adoption. Le match nul de Bordeaux. Oui, le match nul de Bordeaux face à Angers. Donc Christophe, ton petit débrief s'il te plaît. Non. Plus sérieusement, c'est le passage de 32 à 40 équipes pour la Coupe du Monde 2026. 48. Et c'est 48 et 40. Pardon, autant pour moi. Donc c'est 48.
Donc le passage, heureusement que je suis là. oui, merci Alexandre. Donc le passage à 48 équipes pour la Coupe du Monde 2026, décidé par la FIFA à l'unanimité, hein, bien évidemment. Donc on pensait que c'était une simple idée, hein, balancée par Gianni Infantino il y a quelques semaines, hein, quelques mois. Mais finalement ça a bien pris. Et c'est officiel, la Coupe du Monde passera à 48 équipes en 2026. Alors est-ce que pour vous, moi j'ai mon petit avis là-dessus, peut-être que je le donnerai après, est-ce que 2026 c'est la date de la mort du football? Du football mondial. Du football tel qu'on le connaît. Hein. Après football européen, il y a toujours les chapeaux pour se consoler. Du football international, voilà. Voilà, et déjà pour moi, le football international est mort avec l'Euro à 24. L'Euro à 24 pour moi, c'était pas plus dérangeant que ça. Parce que t'avais des... Non. Après, t'as des... Comment dire? T'as des pays qui n'ont jamais participé à un Euro ou une Coupe du Monde, on est d'accord là-dessus. Mais c'est des pays qui respiraient le football, tu vois. Alors que là, Coupe du Monde à 48, tu vas avoir des équipes qui n'ont aucune culture foot. Non, moi, ce qui me dérangeait dans l'Euro à 24, c'est que quand tu prends les éliminatoires de l'Euro, oui. Il y a environ, je crois, 50 équipes à peu près qui font les éliminatoires. Environ 26, je crois. Donc t'en as 24. En gros, t'en mets la moitié dans l'Euro. C'est ce que je veux dire. Oui. Oui. Avant, il y en avait que 16, quoi, à peu près. Ouais. Enfin, ça allait vite, hein. Là, c'est pas. Là, tu passes l'Euro pour comparer, tu passes de 16 à 24. Là, tu passes de 32 à 48. Oui. Bah, tu passes de 16 équipes. T'en prends 16 sur 50. Là, t'en prends la moitié sur 50. Et là, par exemple, parce qu'il dit ouvrir, tu vois, aux autres pays. Tu prends en Europe, t'as 13 équipes qui se qualifient pour le mondial actuellement. Là, t'en as 16. Oui, t'en auras 16. C'est pas sûr encore. C'est pas sûr. Bah, normalement, ça devrait être ça. Oui, mais ça dépend des autres. C'est pas encore sûr que ça passe à 16. Ça peut rester très bien à 13. Enfin, j'ai vu. S'ils veulent ouvrir à d'autres continents, tu prends l'Afrique, il y a que 5 pays actuellement et ils veulent faire passer à 15 à peu près. Ça serait l'Afrique qui profiterait le plus de ce changement. Ouais, voilà. À ce niveau-là, tu grattais un peu sur l'Europe, tu leur enlevais une ou deux équipes. Et tu sais pareil avec l'Amérique du Sud, parce qu'Amérique du Sud, ils sont 8 aussi. Ils sont 8, et puis là, il y aurait une équipe en plus. En fait, l'Amérique du Sud ne passerait plus par des playoffs. Enfin, il y a une équipe qui passait par des playoffs, avec ouais, là, ça les enlèverait, là. Une équipe du Pacifique, je crois, ou de l'Océanie, je sais plus. Et là, ça enlèverait cette place de playoff, je crois. Enfin, bref. Mais oui, en gros, voilà, donc tu vois, tu passerais donc de 16, tu laisses à 13. Tu vois, mais tu grattes un peu, genre t'enlèves 2 équipes en Europe, t'en enlèves une ou deux en Amérique du Sud, et tu mets ça en Afrique et tout. Ça rééquilibre un peu le truc. C'est toujours le même souci, parce que, ok, ça rééquilibre au niveau des continents, mais t'auras des équipes de très basse qualité. Ah, faut dire ce qui est. Écoute, tu prends les 5 pays en Afrique, regarde, on a eu le Trinité et Tobago en 2006. Ah bah ça c'est un scandale. Puis c'est pas l'Afrique, c'est un scandale, mais ils y ont été, donc maintenant on peut dire ce qu'on veut. Oui, ils sont sortis dès le premier tour. Oui, mais c'est pas ils ont fait 3 défaites, c'est pas l'Afrique. T'avais l'Algérie, le Maroc, qui est une nation du football, qui respire le football. Ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont pas qualifiés, parce que voilà, c'est comme ça. Là, tu rajoutes 2-3 équipes en Afrique, même en Océanie, t'en rajoutes une ou deux, puis ça serait bien. T'as pas besoin d'en rajouter, ils en rajoutent 16 là, c'est ça? Ouais, donc. On passe 32, oui, 16 équipes à peu près. Donc sinon, toi, Christophe, ton avis sur cette Coupe du Monde 2026? Bah. Moi, à la base, quand ce sujet-là a été abordé, on parlait en gros, si j'avais bien compris, qu'il y avait 16 équipes qualifiées, et ensuite, tu avais 32 équipes qui faisaient un match de barrage, voilà, enfin, il y aurait 16 matchs de barrage, et comme ça, tu as fait 16 qualifiés d'office, plus ces 16 qui gagnaient leur match de barrage. Moi, dans ce cas-là, j'aurais trouvé ça intéressant. Là, le fait de faire des groupes de 3... De 3, ouais. Ah, puis attends, le pire, ça... en termes de match, ça va être de la merde. Après, je sais pas si tout est encore défini. Au niveau de l'équité dans le groupe, genre... tu vas avoir des arrangements, c'est sûr, parce que... Et même,
en termes de spectacle, une équipe qui fait 2 matchs nuls peut peut-être se qualifier pour... ça sera pour les 16e, si je dis pas de conneries. C'est les 16e de finale. Ouais. Pour les 16e, en faisant 2 matchs nuls, donc ça va forcément nuire à la qualité du football. Et un peu ce qui s'est passé à l'Euro, malheureusement. Parce que moi, j'étais plutôt pour l'Euro à 24, parce qu'effectivement, ça rajoutait des équipes supplémentaires. Mais pas avec ses meilleurs troisièmes, parce que du coup, on l'a vu, en termes de football, cet Euro-là était un peu décevant quand même s'il y a eu quelques matchs intéressants. C'était pas le... Dans l'ensemble, globalement, on s'est fait chier. On s'est fait chier parce que une équipe qui faisait 3 matchs nuls pouvait se qualifier en finissant dans les meilleurs troisièmes. Je dirais même une équipe qui pouvait faire 3 matchs nuls pouvait gagner l'Euro, et il l'a fait d'ailleurs. Hein. Oui. Donc, non, mais après, moi, c'est d'ailleurs par rapport au fait du groupe 3, des groupes de 3, pour peu qu'il y ait d'arrangement d'après eux, ils voudraient faire des tirs au but à chaque fin de match. Et c'est pas seulement dernier, c'est vraiment à chaque fin de match. S'il y a un match à ils font tir au but. Ça, à la limite, déjà, c'est vrai que ça pourrait éviter des trucs comme ça. Mais même, ce format, ça va être terrible. Non, mais ça va bider. Pour moi, ça va bider. Et c'est pour ça, moi, je comprends pas, parce que si vraiment il y a eu cette idée de proposer celle que je vous disais là, des qualifiés d'office et ouais, ça à la limite je trouvais ça intéressant parce que là ça donnait vraiment effectivement une chance supplémentaire à des équipes exotiques entre guillemets ou qui n'avaient jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. Ça leur donnait une chance et ça se jouait sur un match. Et ça, sur un match, tu peux pas fausser, quoi. C'est vraiment... si tu passes ou t'es éliminé, quoi. Voilà, comme on dit NBA, win or go home, quoi. Voilà, c'est ça. Tu gagnes ou tu rentres chez toi. Et là, à la limite, j'aurais trouvé ça intéressant. Et effectivement, le fait de donner plus de chance à d'autres nations, et que, par exemple, effectivement, en Afrique, t'aies plus d'équipes qui peuvent se qualifier, ou même dans d'autres continents, je trouve ça plutôt intéressant. Mais c'est vrai que ce format-là, quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, mais là, pour moi, c'est pas possible, quoi. Des poules de 3. Ouais, c'est trop bizarre. Il y a le format, et puis il y a le système de qualification après, mais c'est n'importe quoi. Tu peux être dernier de ton groupe et te qualifier. C'est n'importe quoi. Mais après, pour répondre. Le meilleur dernier, je sais pas quoi. Ouais, c'est comme à l'Euro, tu vois, t'avais le meilleur troisième. Faut suivre, hein, franchement, parce que déjà, quand t'arrives, tu fais groupe de 3, mais putain, mais à quel moment tu te dis, tiens, on va faire une Coupe du Monde, on va faire le groupe de 3, et puis on fera des tirs au but à chaque fin de match, hein, évidemment, et on fera ça sur 32 jours. Mais à quel moment tu te dis, enfin non, sur 31 jours et 32 jours, à quel moment tu te dis ça, tu vois, c'est... Et pour moi, il y a un autre problème majeur, c'est au niveau donc du pays qui va recevoir ou des pays qui vont recevoir s'il y a de la coopération. Autant de matchs, il va falloir des stades, il va falloir plusieurs stades, plus de stades que d'habitude. Alors là, justement, c'est là que j'ai pas compris, c'est donc il y aura par exemple, le USA qui va en finale aura fait 7 matchs dans tous les cas. Ça changera pas. Et ils garderont 12 stades. Non, mais ça, je te le dis, c'est moi qui, c'est ce qu'ils disent eux, après, moi, enfin, ça va pas. Comment tu peux prendre 12 stades? Il y a plus d'équipes, il va y avoir forcément plus de matchs, non? Ouais, mais au total, il y aura 82 matchs. Pour moi, il y a un gros problème. 32 jours. Donc, il y a 20 matchs de plus, je crois. Ouais, c'est ça. À peu près, ouais. Mais pour moi, il y a un énorme problème, déjà. Actuellement, il y a 60 matchs, je crois. 64, je crois, si je dis pas de conneries. 63, 64. Voilà, ouais. Attends, je vais vérifier. Mais pour moi, il y a un énorme problème, parce que tu vas jouer 82 matchs dans un même pays, c'est impossible. Donc pour moi, la grosse crainte que j'ai, c'est que ça fasse comme pour l'Euro 2020, que ça s'étale sur plusieurs pays. Et ça, c'est la mort. Ça perd tout son charme au final. Les compétitions internationales, puisque tu. Alors, actuellement, il y a 64 rencontres. Voilà, donc tu as 20 rencontres de plus quasiment. Donc là, normalement, j'ai regardé, il y aura 82 rencontres en 2026. Ouais, donc 18 rencontres de plus par rapport au format qu'on a actuellement. Mais pour répondre à ta question, Quentin, qui est de savoir si ça va tuer le football, on le saura pas avant que ça se fasse réellement, finalement. Parce que après, on donne des hypothèses, on se dit que ça va sûrement se passer comme ça et tout ça. On a combien de temps? C'est dans 9 ans. C'est dans 9 ans. Est-ce que t'auras peut-être un changement de président entre temps et peut-être que le mec qui sera élu à la place de Fontino peut-être va dire non mais attendez, on arrête tout là, c'est des conneries, il faut arrêter. C'est tous les combien la FIFA?
Bah, c'est 4-5 ans, je crois. Ah, je sais pas. Non, ça va être là bientôt pour lui, là, parce qu'il y a Oui, parce que lui, il a pris en cours. Moi, je suis quasi sûr qu'il a fait ça pour se faire réélire. Hein. Parce que pour le vote à l'unanimité, c'est quand même balèze. Hein. Après, là, il risque d'avoir le soutien des petites fédérations, ça c'est sûr et certain. Mais les grosses fédérations, moi je suis pas sûr qu'en Europe il aura, même s'il est la France déjà le soutient. Même s'il est estampillé UEFA, je suis pas sûr que les grosses nations européennes le soutiennent là du coup. Bah, attends, la France déjà ils vont élire un nouveau président au mois de mars. On verra ça à ce moment-là. Déjà, oui, c'est vrai. Mais oui, c'est sûr que ça complique pas mal de choses, mais le foot c'est de la politique en soi. Et il y a cette mesure-là qui a été prise, mais qui te dit que ça va être maintenu. Et regarde le truc qui s'est passé là avec l'UEFA, avec l'arrivée de Kokorin, ou je sais plus comment il s'appelle, là, l'autre. Il a un nom chelou, là, Slovaque, là, je sais pas quoi. Et je sais plus c'était sur quelle réforme, et qui venait juste d'être voté avant qu'il soit élu. Ouais. Et lui, il veut la dégager, cette réforme. Quoi, le mec, il est arrivé, il fait non, mais moi, ça pour moi, c'est n'importe quoi. Et on arrête les conneries. Oui, c'est sur les systèmes de qualification de Ligue des Champions avec le fait que les 4 meilleurs championnats. Oui, celle-là, ouais. Et lui, il a dit non, mais attendez, vous êtes gentil, mais moi, j'ai été élu, et maintenant, ça, on va l'enlever, quoi. Pour l'instant, je crois pas que c'est fait. Donc peut-être je crois que c'est en discussion. Donc peut-être que ça sera pareil à la FIFA, quoi. S'il faut, ça sera pareil à la FIFA. Le mec qui va arriver, attendez, ça c'est une grosse connerie. Moi, je veux pas qu'on applique ça, surtout que c'est en 2026, donc d'ici là, tu peux annuler et rester sur la même truc. Mais bon, après. Surtout que moi, on l'a pas vu venir parce qu'au départ, il discutait pour 40 équipes. Tu vois, il en rajoute 8. Et là, en fait, donc tu vois, ça discutait. On était tous au courant pour 40, hein, il l'avait annoncé. Au moment où ça passe, tu vois que finalement, c'est 48 équipes. Ouais, mais bon. Et puis que les 33 votants ont dit oui. Et là, tu sais, mais what? Bon, t'as un truc, c'est pas possible. On va clore le débat. Et avant de passer au résultat du week-end, on va laisser la parole à Florent. Florent qui n'est pas là ce soir, mais qui nous a fait le plaisir de nous pondre une petite chronique sur cette décision de la FIFA de faire passer la Coupe du Monde à 48 équipes. Bonsoir Florent. Merci Florent pour cette chronique, on espère on espère en avoir. Pourquoi tu rigoles? C'est pas marrant. Parce qu'elle était vraiment de grande qualité. Elle était de grande qualité. Merci Christophe. Florent appréciera. Donc on va passer au débrief des matchs du week-end et on va commencer par la 20e journée de Ligue 1. Avec le premier match de cette 20e journée qui était Lille-Saint-Etienne avec les adieux de Michel Sédou aux supporters lillois. Non. c'est pas ses adieux, pour moi il est mort. Hein. Ouais, bon, ses adieux, voilà quoi, il part quoi. Donc un partout, but d'Amouma pour l'AS Saint-Etienne, égalisation de Depréville en fin de match. Elle est dire l'OGC Nice quand même. Hein, ouais, peut-être. Donc oui, donc parti, hein. Un beau but de Depréville d'ailleurs, à noter. Les deux buts sont beaux. Hein. Ouais. Et donc Lille qui marque un peu le pas après ce match nul, reste 13ème, et l'AS Saint-Etienne 8ème. Donc match nul pour la première de Gérard Lopez en tant que propriétaire du LOSC. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Qui l'a vu déjà? Attends, moi j'étais pas là. Moi j'ai juste vu les deux buts. Ah, pareil. Bon, moi de toute façon de ce week-end j'ai rien vu à part le dimanche. Hein, donc, non, enfin au niveau comptable, Saint-Etienne a 27 points, Lille en a 22. Ouais, tu vois par exemple, Saint-Etienne marque plus le coup que Lille.
sachant à part Marseille, tout le monde a gagné à devant à part Marseille. Non, justement. Lyon a perdu, Guingamp a perdu, Rennes a perdu, Toulouse a perdu. Oui, mais Lyon a un match en retard. Hein. Oui, je sais. Mais Guingamp a perdu, Marseille a perdu, Rennes a perdu. Donc tout le monde a fait un résultat. Et Nice a fait match nul. Et Nice a fait nul. Enfin, Nice, c'est beaucoup trop long. Quasiment 20 points d'avance. Bon, là, ils prennent un point sur tous ceux qui ont perdu, mais une victoire. D'après Christophe, ils se maintiennent par rapport à Nice, hein, donc. Ah oui, ça c'est sûr. Ils restent à distance de Nice, hein, donc faut noter ça. Hein. C'est sûr. Je suis même presque sûr, tu vois, que Lorient se rapproche de Saint-Etienne, mais dans le doute. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Il y a de l'écart. Sinon Merci Christophe, c'était brillant. Deuxième match de cette 20e journée, Rennes qui recevait le Paris Saint-Germain, victoire 1-0 du PSG avec le premier but en Ligue 1 de Julian Draxler. Un beau but, là aussi, de l'international allemand. Très beau but, la machine PSG semble relancer après le 7-0 face à Bastia en Coupe de France et cette victoire. Encore le match difficile. Alors, Bastia c'était en Coupe de France, j'en tiens pas trop compte, tu vois. Donc, après, surtout qu'avec Bastia qui manquait vraiment pas mal de gens. Ouais, il manquait la moitié de l'effectif. Ça reste une victoire difficile pour le PSG. Ils ont dû batailler. Aujourd'hui là? Non, hier. Non, mais je parle d'aujourd'hui dans la journée. Ah oui, non, c'est vrai qu'ils ont galéré, oui. Ils ont fait une bonne première mi-temps, puis une deuxième mi-temps où ils ont beaucoup reculé et ils se sont mis en danger un peu tout seuls, quoi. Par exemple, tu vois, là où face à Bastia continue à attaquer, là je trouve qu'ils ont trop reculé. Ouais, ils se sont fait peur tout seuls. C'est assez récurrent, ça, cette manie de se faire peur. Cette saison, c'est impressionnant. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à tuer les matchs comme ils font en coupe, par exemple. Quand tu tues un match, après t'es plus tranquille et à 1-0, tout peut arriver. 1-0, tu peux te faire égaliser dans les dernières minutes et ça te fout en l'air si tu perds 2 points là, con. C'est quand même un match qu'il y a eu aujourd'hui, ça. Donc sinon, au niveau comptable, le PSG est 3ème, se rapproche de Nice qui... à 3 points, je crois, 2 points de Nice. Ouais, à 3 points. 3 points de Nice et Monaco. Donc ça nous promet une deuxième partie de saison assez folle quand même. Pour le trio de tête. Troisième match, là c'est les matchs de 20h du samedi. Nancy qui s'est imposé 1-0 face à Bastia, 5ème victoire en 5 matchs pour Nancy à domicile. Nancy qui profite d'ailleurs de cette bonne dynamique à domicile parce que Nancy est actuellement 11ème de Ligue 1. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'au début de saison, Florent avait dit qu'il serait dernier, vraiment bon dernier. Personne ne voyait vraiment Nancy faire une bonne saison. Non, moi je voyais relégable, mais je me rappelle de Florent. Le promu qu'on voyait vraiment, c'était Metz. Et Metz est dernier au jour d'aujourd'hui. Malheureusement pour eux. Au final. Après Nancy là, c'est vrai qu'ils Vas-y. Ils enchaînent bien, mais tu regardes le match contre Bastia, ils méritent jamais de gagner. Ah non, c'est clair. Bastia ils sont fait dominer. Charny qui fait un match de fou dans les cages de Nancy. Et puis Metz, ils ont pas de chance. C'est les 2 points de retirés, quoi. C'est 2 points de retirés. Ils allaient gagner ils allaient gagner. J'exagère un peu. On sait pas, mais ils menaient contre Lyon. Ils menaient contre Lyon en faisant un super début de match, pardon. Et puis ils ont pas mal de blessés aussi, donc c'est vrai que c'est moins bien qu'en début de saison. C'est vrai. Il faudrait qu'on trouve le temps de parler 5 minutes de l'affaire avec Lyon-Metz là par rapport à ça, quand même. Ça a eu lieu, puis on a jamais pris le temps d'en parler, mais pourquoi rejouer le match et enlever 2 points par exemple. On invente la victoire à 1 point. On en parlera certainement le jour où le match sera joué. Ouais, non, mais il faudrait qu'on en parle, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, malheureusement. T'inquiète pas, on en parlera la semaine où Lyon-Metz sera rejoué. Promis. Sinon, dans les autres matchs, Lorient s'est imposé 3-1 face à Guingamp. Lorient qui revient très bien. Il n'est plus lanterne rouge. Oui, et Lorient n'est plus lanterne rouge, puisque c'est désormais Metz qui est lanterne rouge. Mais bon, Lorient est toujours 19ème. Bon, à 2 points du premier Eurolégable qui est Bastia. Donc oui, Lorient qui revient bien. Par contre, c'est
C'est Guingamp. Grosse erreur d'arbitrage. Oui, grosse erreur d'arbitrage, ouais, exactement. Et c'est Guingamp qui marque le pas, quand même. Défaite 3-1 face à qui est l'ex-lanterne rouge de Ligue 1, qui aurait pu accroître son avance sur Marseille, Rennes et Saint-Étienne, et revenir sur Lyon, notamment. Donc un petit coup d'arrêt quand même pour Guingamp. Et oui, revenir sur un fait de jeu de ce match, la grosse attaque de Waris sur les parties génitales de Christophe Carbrat. Non, parce que derrière c'est quand même lui qui marque et qui obtient le péno. Oui, voilà, et il obtient un péno qui rate, bon, but derrière de Cabot, et il marque un deuxième but derrière. Donc alors, est-ce que cette faute d'arbitrage a une conséquence sur le résultat final? Forcément. Il est pas là, il y a 3 buts en moins s'il est pas là. Ouais, et puis surtout, Lorient à 10, c'est pas pareil que à 11 contre Guingamp, je pense. Donc, oui, forcément, pour vous, fallait mettre le rouge. Ça influe sur le résultat. Oui. Oui, clairement. Si tu mets pas rouge là, tu mets jamais rouge. Hein. Surtout que ce qui est assez marrant, c'est qu'en fin de match, il te dit non, mais j'avais mon pied qui était haut et j'ai pas fait exprès. Au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens. Je sais, moi je regarde beaucoup l'NBA, tu vois, et je crois qu'il souffre d'une Draymond Green aiguë. Donc pour ceux qui regardent la NBA, ils vont comprendre. Non, mais j'ai compris. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, pour expliquer à Christophe, je sais pas s'il suit, Draymond Green, en gros, à chaque fois qu'il saute, ses jambes se baladent et donnent des coupées dans les couilles à tout le monde. D'accord. Et donc, alors, il fait ça presque à tous les matchs, mais à chaque fin de match, j'ai pas fait exprès. Voilà. Donc pour ça, tu vas avoir et tu rigoleras. Le pire dans cette histoire, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il va risquer rien du tout, en fait, parce que le problème, c'est que l'arbitre a constaté ça, et a constaté une faute, mais qu'il a mis juste un carton jaune, et je crois pas qu'il puisse revenir sur la décision de l'arbitre. S'il y avait rien eu, à la limite, pas de carton, ils peuvent le suspendre, mais c'est les cartons. Après, moi, ça me rappelle un cas, mais c'est vraiment très vieux. Ça me rappelle un cas, Souleymane Diawara, lors d'un OM-PSG, qui avait essuyé ses crampons sur le ventre de Néné. Il y a eu qu'un jaune, je crois, et il avait été rappelé par la commission de discipline après. Il avait pris 2 ou 3 matchs, je sais plus. Donc bon, après c'est possible. Je pense que l'arbitre peut marquer ça dans un rapport, ou même En fait, ça dépend s'il le met sur le rapport, je crois. Ça dépend de ça. S'il le met pas sur son rapport, on peut pas revenir dessus. Sur le rapport, ils peuvent pas. Mais voilà. Sinon, je pense qu'ils peuvent. Après, s'il y a eu un rapport ou quoi que ce soit, ou une plainte tout simplement de Guingamp, il pourra passer en commission. De toute façon, ça sera revisionné derrière, donc je pense. Je pense quand même qu'il y aura droit. Sinon, on va pas parler des frasques de Majid Waris toute la soirée. Montpellier-Dijon, 1-1 entre Montpellierin et Dijonais. Donc Dijon 16e avec 20 points, à 2 points ah non, pas à 2 points, pardon. À égalité de points avec le premier relégable qui est Angers. Ça pue un peu pour Dijon, et Montpellier qui galère un peu depuis quelques temps. Et d'après Nicolin, faut virer celui de leur recrutement et l'entraîneur. La situation entre l'entraîneur et le président n'aide pas non plus énormément. Donc est-ce que clairement, est-ce que c'est Nicolin qui est responsable des résultats lamentables pardon, autant pour moi, pas lamentable, mais disons que dans le dur, pour moi, Nicolas, de temps en temps, il devrait fermer sa gueule. Franchement, à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, il s'en prend à l'entraîneur ou à ses joueurs. Simplement, des fois, il faudrait qu'il apprenne à se taire. Il parle tout le temps. Je suis d'accord. Mais surtout que, quand en début de saison, il gueulait déjà sur sa série de recrutement, à la limite, ça, je pouvais le comprendre parce qu'effectivement... Là, 6 mois après, mais tu fais pas ça en public. Non, mais c'est surtout à un moment où c'est une période difficile du club, où t'as beaucoup de blessés, t'as des joueurs qui sont partis à la canne, si je dis pas de bêtises. T'as plus bout de boost ton meilleur joueur, t'as Ninga qui s'est fait croiser, tu vas perdre son qui va partir à Marseille. Non, puis en plus... Et t'as l'affaire Jourdain. C'est même lui qui signe les joueurs pour qu'ils viennent, non ? Oui, mais après, lui, il fait confiance aussi. Tu sais, c'est le mec qui gère ça. Non, et puis même, là-dessus, il fait confiance, je pense. Sa communication, elle est déplorable. Il arrête de se plaindre. Non, mais c'est surtout... C'est pas le fait de se plaindre. Non, mais c'est pas le fait de se plaindre. Le plus triste dans l'histoire, c'est sa communication qui est déplorable. Et
ça fout une ambiance. Il le fait à chaque fois. Ça pourrit une ambiance de travail. Comment tu veux que Hans travaille dans de bonnes conditions? D'ailleurs, moi, je vais te dire un truc, je suis bien content que Hans il ait répondu, parce que d'habitude, il y en a aucun qui répond, puis lui, en conférence de presse, il l'a allumé, ça devait faire tout droit à Nicolas, parce qu'il a pas eu de qu'on lui réponde. Donc, visiblement, Nicolas a donné... quand il parle de l'OM, ouais, je veux que l'Américain mette de l'argent, etc. Donc, ferme ta gueule, pour une fois. Donc, pour rappel, Nicolas avait un peu flingué son entraîneur sur les ondes de France Bleu, France Bleu Montpellier, quoi. Et c'était après le match contre Lyon, en Coupe de France, défaite 5-0, on le rappelle, quand même, des Montpelliérains face à l'OL. Donc à partir de là, Nicolas a donné 2 matchs à Hans pour redresser Montpellier. Donc celui-là en faisait partie. Donc premier match assez mitigé du coup pour Montpellier. Montpellier va devoir gagner, je pense, pour que Hans se maintienne à son poste. Sinon, ça risque d'être un peu. Hans ne sera pas viré cette saison, il sera viré à la fin. Ouais, moi aussi ça me paraît bizarre, il va pas s'amuser à virer. Parce que visiblement, ils ont pas l'argent nécessaire pour le licencier. Non, même, ça servira à quoi? Voilà, c'est ça. Oui, déjà, ça n'a aucune logique. Parce que, j'ai envie de dire, franchement, je vois pas Montpellier descendre en plus, là. En milieu de saison. Ils sont 12e en ayant tout ce que j'ai dit là sur les blessures et tout. 12e franchement, avec, ça va, ils s'en sortent. 12e avec 3 points d'avance seulement sur le 18e. Parce que j'ai l'impression, en fait, tu l'entends, tu dis, mais putain, mais en fait, Montpellier, ils sont dans la merde, mais pas tant que ça. Les mecs, ils ont tapé il y a pas longtemps Bordeaux 4-0, ils ont tapé Paris 3-0. Ça va quoi, enfin c'est pas non plus de la merde. Autant quoi. Ok, c'est tout ça parce qu'ils ont perdu un match de Coupe de France contre Lyon quoi, mais c'est bon, ils ont perdu à Lyon 5-0, bon ça peut arriver, c'est un accident. C'est une fois quoi, c'est pas comme s'ils prenaient des 5-0 toutes les semaines quoi, tu vois. Ça fait 2 fois qu'ils en prennent 5 contre. Je pense c'est juste qu'il avait envie de faire son coup de gueule habituel qu'il a envie de faire parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Parce qu'en plus c'est contre Lyon, son ami Olas, donc il devait avoir les boules de perdre contre son pote. et puis voilà, c'est tout. Franchement, si Montpellier avait le malheur de perdre la prochaine journée, je vois vraiment pas Hans se faire virer, ou alors vraiment il est vraiment trop con. Donc on verra. Après c'est un match important, c'est Metz-Montpellier, ça c'est vrai que c'est important le prochain match quand même pour Montpellier. On verra ça la semaine prochaine. S'il gagne là, je pense qu'après Metz, on prend un sacré coup sur la carafe. C'est clair. Ouais. On verra ça la semaine prochaine du coup. Toulouse-Nantes, victoire 1-0 des Nantais qui sont très très bon. Tiens, je suis bien content que François se passe ce soir. Des Nantais qui retrouvent des couleurs quand même en ce moment grâce à l'arrivée du nouvel entraîneur Sergio. Alors c'est un bon entraîneur. Ouais, Sergio Conceição qui a remis un peu d'ordre dans cette baraque un peu mal tenue. Donc oui. Il a juste remis de l'ordre, il a pris une truelle, il les a fait bosser avec le ciment. Voilà, bravo. C'est le retour aussi des vannes racistes dans cette émission, bien évidemment. Non, des vannes clichés, c'est pas raciste, il est pas noir. C'est pour Sergio, il adore ça. Ouais, dédicace à Sergio. Donc ouais, et puis Toulouse qui marque le pas depuis quelques semaines, depuis quelques mois, j'ai l'impression, puisque Toulouse n'y arrive plus, Toulouse ne joue plus, Toulouse ne répond plus. Est-ce que Duprat a dit aux Nantais de rentrer chez eux ou fait non, là il y avait personne du coup. Ah oui, c'est vrai, pardon. La tribune était vide. Non, enfin Toulouse est quand même 9ème, c'est pas la crise. Toulouse est en première partie de tableau. Il y a pire comme situation. Mais Toulouse pourrait être plus haut. Et au fur et à mesure de la saison, il commence à lâcher. Voilà, à lâcher du lest. Et bon, pour le moment, c'est là, tout ça a différence. Pour le moment, c'est pas alarmant. Mais quand tu regardes, il n'y a que 6 points avec la zone de relégation. Donc bon, faut pas trop lâcher de l'est non plus, parce que ça pourrait être très très. Ça peut aller vite, mais après, cette année, c'est comme l'an dernier, t'as vraiment le peloton de tête et t'as tout le reste, quoi. Cette année, t'as vraiment les 3-4 premiers, là, enfin, 4 premiers, les 3-4 premiers, on va dire, allez. Ouais, les 3 premiers. Tout le reste derrière. Les 3 premiers. Ouais, voilà, non, je dis Lyon parce que s'ils gagnent contre Metz, ils en prennent encore. Donc, ouais, ils seraient à 5 points du PSG en cas de victoire contre Metz, ouais. C'est pour ça, tu vois, on peut dire plus ou moins les 4 premiers, en gros, puis t'as vraiment les 16 autres, là, ils sont. T'en as un qui perd, t'as l'impression qu'il peut descendre jusqu'en bas, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, on va parler d'Angers-Bordeaux, hein.
Angers, Bordeaux. Christophe, c'est ton moment. Angers. C'est mon moment. Ouais, bon, Ouais. on va pas passer 3 heures non plus. Hein. On sait que Bordeaux a chié son match. C'est pas son genre. Que Bordeaux pouvait avoir les 3 points et que Bordeaux n'a pas eu les 3 points. Pour ceux qui écoutent l'émission en replay, c'est la pause pipi. Voilà. Non, moi ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que Christophe pense de son équipe. Non, c'est vrai, parce que Bordeaux, enfin, c'est intéressant de savoir l'avis des supporters, tu vois. Tu sais ce qu'il voudrait faire, Christophe, par rapport aux un vlog, tu vois, de manière. Un vlog devant le match. Je vais faire comme René Malville. Bon Non, bah, voilà. non mais, tu sais, il se prend en vidéo. Bon bah là, je suis en train de rager parce que Palois, il a mis un ballon sur la barre. Donc voilà, je vais. Figure-toi qu'il y a un supporter bordelais qui fait ça. Non, sérieusement. Qui fait un peu à la René Malville aussi. Ah mais je veux payer pour voir ça. Ah mais ça, j'aime bien. Les plus jeunes. Ah, Je vous enverrai- Un peu comme Bendou, à la rigueur. Je vous enverrai le lien. Eh ben, Vous regardez. tu sais quoi, tu m'envoies le lien, je vais essayer de le retrouver pour l'inviter dans l'émission, cet homme, parce que faire des trucs comme ça sur Bordeaux, ça relève de l'exploit. Et tu sais que moi, ce genre de mec, tu sais, Bengou, René Malville et tous les autres qui font, je trouve ça excellent, moi. Ça me fait rire. Ouais, franchement, ça me fait rire. Donc Ils sinon, vivent pour leur club et tout. Pour en sympa. revenir au match, oui, Bordeaux a clairement gâché une occasion de prendre 3 points et de revenir tout simplement dans la première partie. Enfin, si ils sont dans la première partie, je dis une connerie. Ils sont 10e. Enfin, de dépasser du monde, hein, Ouais. parce que mine de rien, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes perd, ils auraient pu être 7e. Voilà, ça Oui, c'est comme à chaque fois. Toutes les occasions qu'on a pour revenir un peu en tableau, on les gâche. Donc, on a joué contre une équipe d'Angers qui était complètement affaiblie d'une part par les blessures et d'autre part par les départs en Cannes. Ouais. Et on n'a même pas trouvé le moyen de gagner contre cette équipe-là qui a rien montré. Hein. Angers, clairement, c'était pas bon, quoi. Comme d'hab, très bon sur le coup de pied arrêté, mais c'est tout, quoi. Et nous, on a, comme depuis le début de la saison, on a la possession, on fait bien tourner le ballon. Puis dès qu'on arrive à 25-30 mètres du but adverse, on sait plus quoi faire, on perd le ballon. C'est dommage parce qu'il y a de la qualité, mais il y a pas assez d'expérience. C'est trop jeune. Franchement, en fait, ce qui est bizarre, c'est que je sais pas trop quoi en penser cette année. Autant les autres années, je peux te dire si c'est nul, si c'est bon. Mais là, on sent qu'il y a de la qualité, mais il manque un truc, il manque juste de la réussite devant et d'être plus décisif dans les 30 derniers mètres, parce que dans la circulation de balle, il n'y a pas de souci, ça joue très bien au ballon, milieu de terrain et tout, pas de souci. La défense en soi, elle est plutôt solide, on va dire. Parce que bon, on prend un but sur un centre à la con, mais bon, après on concède pas beaucoup d'occasions, mais depuis le début de la saison, c'est moyennasse, quoi. Là, je vois contre Guingamp en Coupe de la Ligue, on a fait un très bon match, par contre. Et... Vous êtes passé d'ailleurs, non? Ouais, on est passé. Je te demande parce que je m'en rappelle plus de tout. On a gagné 3-2, et c'est pareil, si on n'avait pas eu ce manque de réussite, on aurait pu le gagner beaucoup plus que ça. Ouais. Bon, par contre, notre parcours va s'arrêter là, vu qu'on reçoit le PSG en demi-finale. Ouais, ça va rien dire, ça. Sur un match. Ça va être compliqué. Hein. Non, sur un match. Ouais. Comme vous disiez tout à l'heure par rapport à la Coupe du Monde, sur un match, c'est chez vous en plus. Hein. Ouais, mais tu vois, pour moi, franchement, on est 10e, on est vraiment à notre place, quoi. Il n'y a pas d'injustice, quoi. On est vraiment moyen. Match, comme on a dit tout à l'heure, tu gagnes un match, tu remontes, tu perds un match, tu redescends. C'est la chance qu'on a, mais après, le problème, c'est qu'il faut. Sur les 5 derniers matchs, on n'a pas gagné un match, hein, en Ligue 1. Ouais. Ah ouais? Ouais. Pour te dire, à un moment, on n'était pas si mal que ça. On était dans les 5. On était 5e, je crois. On était dans les 5 premiers pendant. Ouais, bah oui, à la trêve de novembre, il me semble, vous étiez 5e, quelque chose comme ça. Mais on perd que des matchs où on fait match nul sur des matchs où on mène et on se fait remonter comme à Guingamp où on mène 1-0 et puis on prend ce but à la 93e et puis ouais, tu perds 2 points à la con. Il y a eu plein de matchs comme ça où genre tu prends des branlés contre Montpellier ou Monaco, on prend 2 fois 4-0, tu fais ok, super. Bon, après Monaco cette saison, prendre des branlés, c'est le tarif. Hein. Le problème c'est que contre des grosses équipes, type Lyon par exemple, ou
Nice qui font le jeu en général, on arrive à se démerder. Bon, Monaco ça a pas du tout marché. Bon, Monaco en même temps il marche sur l'eau. Mais quand des équipes qui ont le ballon en général, on arrive à se démerder parce qu'on a vraiment des joueurs rapides et en contre on est vraiment dangereux. Mais dès qu'on doit faire le jeu, mais c'est une catastrophe quoi. On sait bien poser le ballon, mais dès qu'on arrive aux 30 mètres, oh là là là, t'as l'impression que c'est la fin du monde. Les mecs, ils savent plus quoi faire. Bon, putain, qu'est-ce que je fais? On est trop près. Qu'est-ce que je fais avec le ballon? Bon, putain. Mais bon, après, ce qui est bien, c'est qu'on a des jeunes qu'on sent qu'ils ont énormément de talent et qui vont vraiment percer plus tard. Type Malcolm, type Camano, type Laborde, vraiment de très bons petits jeunes, mais qui manquent un peu de malice des fois et d'un peu de réussite devant, quoi, comme Laborde qui a eu une énorme occasion. Et voilà, bon. De toute façon, ça va être une saison encore de transition. Gourvenec, il essaie de poser sa patte, mais bon, ça va pas se faire. Ça va pas se faire de suite. Du jour au lendemain. Après, voilà, clairement, tu sens qu'il veut vraiment poser sa patte et il hésite pas à bouger les joueurs. Hein. Contre Guingamp où on est mené 1-0 en Coupe de la Ligue, je peux te dire que la soufflante qu'on a entendue, parce qu'on prend le but au bout de 10-15 minutes, je crois. Et t'entends la soufflante, mais tu te dis putain. Et derrière, les mecs mettent 3 buts. Les mecs, ils étaient complètement. Ils étaient paniqués. Ah, ils étaient paniqués. Putain, on s'est fait pourrir, là, on y va. Là. Mais voilà, ça va être encore une saison de transition. Il faut essayer de finir au plus haut. On est encore en course dans les 2 coupes. Sachant qu'en Coupe de France, on reçoit Dijon en 16e et on reçoit donc Paris en demi. C'est vrai que sur un match, bon, tout peut arriver, mais bon, je doute qu'on passe quand même. Donc voilà, faudra essayer de finir dans la première partie de tableau et peut-être avec un miracle, on aura peut-être une place en UEFA avec un miracle. Mais voilà. Mais en tout cas, je suis inquiet aussi pour Angers. Hein. Enfin, je vais pas parler que de Bordeaux, mais ouais, Angers c'est inquiétant. Qui est le premier relégable, et c'est très inquiétant. Et puis, avec tous les absents en attaque pour les Angevins, ceux qui sont partis à la CAN, plus les blessés, l'absence de Ketkeo Fonfon depuis un bon moment commence à se faire ressentir. Pour te dire qu'à la fin, Angers, à une demi-heure de la fin, quand ils ont sorti Berigo, qui est leur seul vrai attaquant qu'ils ont pour l'instant avec le départ de Diédou et de Toko Ekambi à la CAN, ouais. Ils ont fait rentrer Pavlovic, qui est un défenseur central. Ouais. Ils l'ont fait rentrer devant. Parce qu'ils ont plus personne et que le mec est bon de la tête, donc ils nous ont dit bon, on va le foutre devant et puis il peut sur un coup de pied arrêté, on sait jamais. C'est assez marrant ça. Ouais, exactement, comme Fellaini cet après-midi. Exactement. Ouais, non, mais de toute façon, Fellaini, Mourinho le fait rentrer, c'est pour ça à chaque fois. On déborde un peu les gars sur le temps, je vous le cache pas. Donc on va passer à Nice. Faut que vous reveniez des toilettes là, c'est fini là. C'est fini la pote. Donc on va passer à Nice-Metz 0-0, hein, le seul 0-0 de cette journée. Et une purge, mais une purge monstrueuse. Nice qui a eu pratiquement aucune occasion de but. Nice aurait mérité de gagner. Comment ? Metz aurait presque mérité de gagner. Ouais, Metz aurait presque mérité de gagner, mais Metz n'a pas gagné. Metz prend un point quand même au maintenant deuxième du championnat. Metz qui est dernier avec 18 points et un match de retard. Ouais. Donc avec les 2 points en moins, il serait 18ème. Hein. Mais enfin même pas, il serait 19ème vu qu'ils ont une différence de but assez dégueulasse. Ouais. Donc des regrets pour Metz qui aurait pu espérer mieux. Lyon qui signe la perf du week-end en s'imposant 3-2 face à l'OL. Merci pour Lyon. Ouais, et qui sort qui se sort un peu de cette mêlée là qu'il y a derrière. Caen a 21 points et avec un match de retard parce que ça se jouera cette semaine. Le fameux Caen Nantes qui avait été reporté à cause cet épisode de brouillard qu'il y avait eu sur le nord de la France, enfin un peu partout d'ailleurs en France. Et même à Toulouse, c'est sous le brouillard. Et là, c'est un match, on va dire, c'est un match à 6 points puisque c'est Nantes qui est 14e. Et D'ailleurs, tu vois, c'est là que je suis en train de me dire, c'est dommage que le match n'a pas été joué parce que pour un coup, le match qui aurait pu être bien dans le brouillard pour pas qu'on le voit, c'était celui-là. Enfoiré. Non, enfin, c'est vrai, comme je le dis, ça va être un match à 6 points parce que Nantes a 22 points. Caen en a 21, ils sont 14e et 15e. Ça risque d'être un match bourré d'enjeux à ce moment de la saison.
Voilà. Donc oui, donc Caen, pour revenir sur la perf quand même, encore un penalty accordé à l'Olympique Lyonnais. le 7e réalisé par Lacazette cette saison. La moitié de ses buts ont été marqués sur penalty quand même. Enfin. Non, là il a 15 buts. Il en a mis 7 sur penalty. Ouais. Bon, je ne peux pas critiquer, mais quand même. Non. Après, il faut les mettre. Hein. Oui, il faut les. Je ne dis pas le contraire. Mais bon. Parce que des fois, il les met pas comme contre la Juve, par exemple. Oui, voilà. Bah, en Ligue 1, il les met. Non, mais quand il y a quelqu'un. Quand il y a un gardien qui est bon en face, il parle chinois. Hein. Ah bah ouais. En Ligue des Champions, c'est pas ça, quoi. Tu vois, quand il rate le penalty face à la Juve, il est important pour le reste de la compétition. Bah, s'ils le mettent, ils passent. Hein. Sans 8ème de Ligue des Champions. Mais ouais, Lyon est en 8ème. Et ça change beaucoup de choses. Enfin bon, tout ce qu'on a à retenir, c'est que Lyon s'est cassé la gueule grâce notamment à Ivan Santini, doublé de l'attaquant Canet, qui revient un petit peu. Petit-fils de Jacques Santini, évidemment. Oui, bien évidemment. Merci pour la vanne. Seuls ceux qui sont nés avant 2000 peuvent comprendre la vanne. Sinon, allez sur Wikipédia. Avant 2000, t'es dur. Hein, entraîneur de sort en 2006 et sélection à l'équipe de France en 2004, t'es dur. Ouais. Bon, je suis pas sûr que les gens nés après 2000 connaissent Jacques Santini, mais bon, ça reste à débattre. Donc, et puis dernier match de la soirée, l'Olympique de Marseille qui s'est incliné 4-1 sur sa pelouse face à l'AS Monaco. J'ai pas entendu. Vous avez perdu combien? 2-1, c'est ça? Ouais, 4-1. Ah merde. Non mais sois humble. Fais comme moi. Donc Monaco, grâce à cette victoire, passe en tête du championnat, à égalité de points avec l'OGC. Bon, ça me gêne pas, là, ailleurs. Avec une différence de plus 39. Mon Dieu. Ouais, 60 buts en 20 matchs. 60 ils sont à 60 buts marqués. 3 buts par match, pile poil. Ouais, 60 buts en 20 matchs. C'est la meilleure attaque de Ligue 1 depuis le Paris FC de 59-60. C'est leur, si je dis pas de conneries, c'est leur 8e match avec 4 buts ou plus. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Leur 8e match de la saison à 4 buts ou plus en Ligue 1. Mais tu sais qu'en plus, franchement, quand tu regardes le match, on a un cul pas possible parce qu'on prend Nice. Hein. Si Lemar est un peu plus précis, Falcao vendange pas. Ouais, voilà, Falcao vendange pas. Enfin, il y a beaucoup de choses. Bah, c'est le pire, c'est Sidibé qu'on a raté 3 quand même. Ouais, qui rate 2 face à face, Sidibé quand même. Il en met. Le pire, c'est le deuxième. Hein. Le premier à l'arrière, bon, il est en bout de course, mais alors le deuxième, il doit la mettre 100 fois. Hein. Bon. Sinon, oui, bon, pour parler un peu de l'OM, l'OM qui gagne toujours. J'ai même pas tapé sur Cabella parce que. Non, ça sert à rien. Lui tape pas dessus, il a eu 7 points de suture. Donc, ouais, il est blessé. Bien fait pour sa gueule. Si tu pouvais éviter de le taper, le pauvre. Je veux bien le finir là ailleurs. Sinon, pour reparler de l'OM, les gars, toujours pas de victoire face à un membre du top 10. L'OM toujours 6ème. T'en fous, on a fait match nul contre Paris. Oui, mais c'est pas une victoire. Donc pas de victoire contre une équipe qui est dans le top 10, ça devient préoccupant pour le mois là, parce que va y avoir le déplacement à Lyon, pardon. Le déplacement à Lyon. C'est-à-dire qu'on se déplace à Lyon, on reçoit Lyon après en coupe. Oui, après en coupe c'est une autre histoire. Tu sais très bien que les matchs de coupe. Oui, mais on les reçoit quand même, c'est quand même Lyon. Donc, ouais, mais les matchs de coupe c'est pas pareil, mec. Ouais, mais justement, ce serait bien qu'on mise tout sur la coupe, tu vois. Ouais, enfin, si on peut les taper en championnat, ça serait pas non plus de refus. Oui, non, c'est sûr, mais bon, si on peut les taper 2 fois, ça serait bien aussi. Hein. Bon, après, pour le moment, c'est pas forcément très handicapant pour l'OM, puisqu'ils sont 6ème. 6ème à égalité de points avec Guingamp, c'est la différence de but qui fait tâche. Ouais, 0 de différence. 0, Guingamp à plus 4. Ouais, enfin, pour le moment, ça porte pas préjudice. Enfin, ça porte pas préjudice dans le principe où l'OM vise une place en Europa League. Si Guingamp lâche un peu et que l'OM continue à gagner gagne les matchs qu'il faut, oui. Mais bon, faut pas rester sur l'idée que Guingamp va s'écrouler, parce qu'en plus ça talonne derrière. Rennes est à 2 points, Saint-Étienne est à 3 points.
Bordeaux est pas très loin non plus, Toulouse non plus. Donc ces matchs. Comme je disais tout à l'heure, t'as un wagon au milieu là, faut pas le rater le prochain train parce que ça. Non mais c'est le genre de match que l'OM doit gagner. C'est les matchs même les matchs contre Rennes, Saint-Etienne, Toulouse, faut les gagner ces matchs-là parce que sinon en fin de saison on aura que nos yeux pour pleurer parce que on n'aura pas gagné contre un membre du top 10 et du coup ça sera synonyme de pas d'Europe pour l'OM l'année prochaine et ça sera très difficile pour faire venir des joueurs cotés pour l'OM. C'est vrai. Parce que je veux bien qu'il y ait des ambitions. Il y a des ambitions côté marseillais, mais si tu demandes à un joueur de venir et qu'il n'y a pas d'Europe, même d'Europa League, hein, parce que l'Europa League ça fera venir des joueurs, des bons joueurs, mais s'il n'y a pas d'Europe comme cette saison, ça risque d'être très compliqué pour faire venir les joueurs de très bon calibre. Voilà. Merci. Non mais tu veux qu'on te dise quoi? Non mais je sais que vous êtes d'accord, hein, mais je m'attendais à... Il y avait encore des débats ou quoi, c'est comme je te dis. Franchement, quand je regardais le match, j'avais qu'une envie, c'était de défoncer Cabella. J'ai tellement pitié de lui. Disons que... En plus, il avait fait un bon match à Toulouse. Mais bon, c'est un match sur deux. Enfin, pardon. Toulouse, c'est pareil, j'ai l'impression. Il va être bon un match, puis les 5 prochains, c'est fini, il est pas là. Donc... Ouais, c'est malheureux. Voilà, quoi. On va calculer, donc là, il a été bon à Toulouse, encore 3... Normalement, le match de Coupe de France contre nous sera pas trop mal. Non, bon, faut espérer que NG se fasse éliminer rapidement avec le Cameroun, pour récupérer un bon ailier gauche. Donc, pour la Ligue 1, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. Enfin, d'ailleurs, on a fait tous les matchs. Sinon, on va passer en première ligue vite fait. On va pas s'attarder parce qu'on a les quiz et puis les Time to Bet, hein, bien évidemment. On n'oublie pas les petits rituels. Oui, en première ligue, on peut noter la victoire de Chelsea 3-0 hein, face à Leicester. Tu peux noter la victoire de Chelsea. Oui, je note parce que Chelsea est en tête. Chelsea est loin devant. Chelsea s'envole. Chelsea va finir champion. Ça serait bien, je le rappelle. Ouais, ne ressortez pas cet extrait de l'émission si Chelsea n'est pas champion, bien évidemment. Ouais, ils ont un boulevard là. 7 points d'avance sur Tottenham qui est deuxième. 7 points d'avance sur 7 Tottenham. points d'avance. Ouais, 7 points. Ouais. 7 points d'avance et puis avec le nul entre Liverpool et Manchester United, un partout qui était aujourd'hui d'ailleurs. Puis le match. Et la défaite de City aussi. Défaite de City 4-0. Ouais, mais ça, limite, je m'en fous. Le match de United Liverpool. Oui, c'était un très beau match. Très beau match, effectivement. C'est Allez, franchement, depuis le début de la saison, si tu me reprends tous les matchs. Une belle publicité pour le football. Le Milan AC Inter de début de saison, là, et celui-là, c'est le plus beau que j'ai eu cette année, hein, pour l'instant. Il n'y a rien d'autre qui m'a marqué. Hein. Les derbies, quoi. Et puis à la rigueur, le Monaco-Lyon, la dernière de 2016, celui qui était avant le 1er janvier, la trêve hivernale, ouais. Qui était bien. Mais alors le Milan-Inter et le Liverpool United d'aujourd'hui, pour la vache. Je me suis régalé. Hein. Comme disait Julien, là, notre ami portugais, je sais plus quel pays encore est d'origine, là, ça fait les essuie-glaces du début à la fin. Ça arrêtait pas. Hein. Les statisticiens vont dire qu'il y a eu du gâchis, et t'as les vrais passionnés qui vont dire putain, il était intense ce match. Ah, franchement. Ah non, c'est vrai. Tu prends les milieux de terrain, là, les récupérateurs et tout, les bandes qu'ils ont fait. Ouais. Là, je peux te dire qu'ils sont chez le masseur encore, hein, parce qu'ils ont couru. Donc sinon, autre résultat marquant de cette 21e journée de Première Ligue, c'est Everton qui torche littéralement City, 4-0. Non mais c'est encore une dédicace à Julien, on peut le dire. Pépé, l'Angleterre, c'est pas l'Allemagne ou l'Espagne. Hein. Non mais ouais, c'est le mot, torché. Israël l'aurait sorti. Hein. West Ham qui s'est imposé 3-0 sans Payet face à Crystal Palace, avec un but somptueux d'Andy Carroll. Il est juste magnifique. Je sais pas si vous l'avez vu, mais... non. Si, je l'ai vu. Un ciseau vers le milieu de la surface. Ouais, au milieu de la surface, mais une merveille. Et premier but de Feghouli en première ligue aussi.
Il était temps, est-ce qu'il avait raté contre United déjà? Arsenal s'est imposé 4-0 face à Swansea aussi. Encore un but de Giroud. Encore un but de Giroud qui est en feu, littéralement. D'ailleurs là, je sais pas si t'as regardé, mais le classement des meilleurs buteurs anglais, il y en a 3 à 14 buts. Là. Ouais, dont Diego Costa, même s'il a pas joué. Tottenham qui s'est imposé 4-0 face à West Brom aussi. Costa, Sanchez... Donc, 4-0 contre West Brom, ils ont gagné. Ouais, donc je disais, donc Chelsea qui est en tête avec 7 points d'avance sur Tottenham et Liverpool qui a 45 points aussi. Arsenal en a 44, City 42, United 40 et après t'as Everton à 33 points, donc ça commence à... Tu vois, je suis même content qu'on n'ait pas gagné parce que même en cas de victoire, on restait 6ème. Oui, non. De toute façon, ça changeait pas grand chose à votre vie. Non. La 6ème place, bon, il y a moyen la semaine prochaine de prendre la 5ème place. Il y a quoi la semaine prochaine? Vous avez un match déjà. Non mais enfin, non mais City, non mais enfin je dis ça parce que City est à 2 points, c'est pour ça. Ouais, non mais je compte qui? Ah bah ça j'en sais rien, j'ai pas encore regardé. Si tu me sors qui joue contre les clubs de pétanque de Marseille, bon. Ah bah pourquoi pas. De quoi? Tu voulais savoir quoi? Contre qui United? Non, ce qui me dit, ils peuvent passer 5ème United, mais City joue aussi la semaine prochaine. Bah City ils reçoivent Tottenham. Bah voilà. Oh, on sera 5ème, c'est bon. Et United ils jouent à Stoke. Voilà. Ouais, bah si on gagne... Ah, quoi que Stoke quand même, c'est pas... On va faire un petit tour en Europe vite fait. On peut noter que la Juve a perdu ce soir. Face à la Fiorentina 2-1 avec des buts la Roma est à 1 point du coup. Avec des buts de Kalinic et de Badelj pour la Fio. Higuain avait marqué pour la Juve. Donc défaite de buts 1. La défaite du Real. La défaite du Real aussi, on peut en parler. On a déjà parlé. La série d'invincibilité qui s'est stoppée ce soir. On s'en fout. Je vais te dire pourquoi, parce que le Barça ils ont plus le record, c'est très bien. Et que de toute façon le Real est toujours devant, c'est ça? Ouais, mais Séville revient à un point. Ouais, mais le Real a un match en moins. Ouais, mais attention. Séville, c'est vrai que Séville est deuxième. Ça va vite. Séville est deuxième. Tu verras que Séville tiendra pas ce rythme jusqu'à la fin de saison. On verra. Non, mais après, t'as Barcelone qui revient à 2 points, même avec un match en retard. Attention. Avec un match en retard, il revient à 5 points. Et le Real jouera tous les gros à domicile après. Ouais, exact. Parce que là, les matchs de Atlético Madrid, Barça, Séville, il est joué à domicile après. Donc... Attention à Valence. Ouais. Oh oui, ouais. Bien sûr. Par rapport à la descente, hein, parce que... Oui, je disais ça, je disais pas par rapport au Real. On y croit beaucoup quand même, hein. C'est incroyable. Juste avant de passer au It's Time to Bet, les gars, je voulais un petit avis comme ça. Ça vous arrive de regarder la CAN? Oui ou non? La quoi? La CAN. J'ai vu les scores, mais j'ai pas vu la j'ai pas vu le match. Non, c'était juste une petite question. Ils sont quand même très rapides ces grands joueurs, hein, comme dirait Samuel. Les joueurs typiques africains sont... Ah oui, c'est sûr que des joueurs typiques africains à la CAN, t'en as beaucoup, oui. Ouais. Ah bah là... Ah bon. Samuel serait content là, hein. Faudrait qu'on le mette sélectionneur. Bon, on va pas passer... Sélectionneur du Cameroun. On va pas passer à faire du Sagnol bashing non, dans cette émission. C'est pas mon genre. J'adore le joueur. J'adore le joueur. Putain, mais il m'emmerde Cabella. Pourquoi tu parles de Cabella, toi? Parce que je revois son action à la télé là. Donc on va passer au It's Time to Bet, les gars. Donc pas de rappel du classement. On le rappellera quand on aura plus de monde, hein, bien évidemment. Sinon c'est pas marrant. Ouais, mais je suis premier de toute façon. Ça changera pas. T'es premier. C'est moi qui décide. Si j'ai envie que tu sois plus premier, t'es plus premier. Oui, à moins que tu me retires une vingtaine de points, je suis premier. Hein. Ouais, il me semble que c'est toi le premier. Faudrait que je regarde, mais. Je suis premier, j'ai de l'avance. Hein. Le deuxième. Attends, t'as même pas le classement sous tes yeux, mais c'est n'importe quoi. Non, mais j'ai pas que ça à foutre. Donc on va commencer à parier. Je suis presque prêt à parier que le classement est pas à jour. Si, le classement il est à jour. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait d'émission au moins, donc le classement il est à jour. Justement, la dernière émission qu'on avait faite, il était pas à jour. Bah, j'avais remis à jour derrière. Donc, tu vas me laisser faire mon boulot, s'il te plaît. Premier match, Nantes-Caen, c'est le match en retard de la 17ème journée. Ça se jouera mercredi. Donc, Alexandre, tu commences. Nantes, on dit toujours le score? Oui, ça change pas. Non, justement, 2-0 Nantes. 1-0 pour Nantes. Donc là, on va passer à la 21ème journée de Ligue 1. On va commencer avec Bastia-Nice. 2-1 Nice.
1-0 Bastia. Très bien, très bien. Est-ce que ma page internet veut bien se manier le cul? Merci, voilà. Donc, on va rester... Non, on va pas rester en Ligue 1 du tout, puisqu'on va aller en Première Ligue. Et en Première Ligue, on a un petit Manchester City Tottenham des familles. 1-0 Tottenham. 2-1 pour City. On va partir en Espagne, Villarreal Valence. Oh, le derby. 2-0 Villarreal. 1 partout. Là, on part en Italie. AC Milan Naples. Tu payes les billets d'avion ou pas parce que... Ah, ouais, ça fait cher. Tu pars en low cost aussi. 3 Milan, ça. 2-1 pour Milan. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Il va être content, il va être content. Ah ouais, c'est juste. Lyon-Marseille. 1-0 Marseille. 2 partout. J'ai perdu. Ah ouais, voilà, il est là. Bilbao, Atlético Madrid. 2-1 Athletic, Bilbao. 2-1 Atlético Madrid. Bayer Leverkusen, Hertha de Berlin. 3-3. Oh, C'est la Allemagne, hein, il y a des buts là-bas. Hein. 2-1 pour Leverkusen. Juventus Turin, Lazio. 3-1 Juventus. Qu'est-ce que je mettrais bien là-dessus 2-0 pour la Juve. Allez, je vous rajoute un petit match bonus. Là, ça va être à celui qui trouve le gros score. Eibar contre le FC Barcelone. Enfin, remarque, Eibar fait une bonne saison puisqu'ils sont 9ème de Liga. 4-0 Barça. 3-1 pour le Barça. Très bien les gars, donc résultat lors de la prochaine émission qui j'espère sera dans pas longtemps, hein, puisque on va essayer de reprendre un rythme régulier comme à l'ancienne. Lundi prochain. Oui, lundi prochain, ouais. Exact. Voilà. Si les gens veulent bien se bouger le cul et être là aux enregistrements. Dit-il. Oui, dit-il, oui, j'ai aucune honte à dire ça, ouais. Y'a quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc. Moi, rien, toi, je sais que tu branles plus rien, donc. Donc, on va passer au quiz, hein, les enfants. Donc, tant pis pour ceux qui sont pas là. Ça fera des points en plus pour les deux chroniqueurs présents ce soir. Donc, on en les meilleurs chroniqueurs, c'est nous. Oui, les deux meilleurs, de toute façon. Les deux plus pertinents. Donc. Je rappelle qu'il a été le meilleur chroniqueur, moi, le meilleur débatteur. Donc, t'as le gratin de l'émission. Ah, bah oui, mais je ne m'en suis jamais plaint. Au contraire. Ah, je suis très content parce que là, l'émission gagne en qualité. Donc, on est en pleine période de Coupe d'Afrique des Nations. Hein, vous le savez, mes amis. En fait, surtout Christophe. Christophe perd beaucoup de joueurs tous les 2 ans, tous les 4 ans, pardon, à cause de. Pas cette année, figure-toi d'ailleurs. Ah ouais, non, pas cette année, c'est vrai. Exact. Il n'y a aucun joueur qui est parti. Ouais, bon, après, je parle plus des années précédentes. Hein. Les années précédentes, vous en avez... les années précédentes, oui, pas de soucis. Mais ouais, c'est vrai que autant pour moi. Cette année, ouais, c'est vrai que il y en avait pas beaucoup. Les seuls qui pouvaient partir sont blessés, donc. Ouais, bon, ils vont pas partir du coup. Non. Donc voilà, donc oui, on coupe n'importe quoi. Quiz Coupe d'Afrique des Nations. C'est parti. En quelle année s'est déroulée la première édition de la CAN? Le plus proche gagnera un pins. C'est tous les 2 ans, donc. Moi, je dirais 66. 66 à ma gauche. 59. Et bah c'est toi le plus proche puisque c'est 57. Putain. Alors c'était en 1957 et c'était. Alors la première édition était au Soudan. La première édition était au Soudan et c'était. Sur des terrains de stade, évidemment. Oui, des terrains. Oh, bravo. Enfin, ça doit être ça. Ça doit être. Enfin, c'est le cas. Ça doit être ça, ouais. Oui, les plus de l'époque, même en Europe. Donc le pays hôte, je viens de le redire. En fait, c'était le Soudan et le vainqueur, c'était l'Égypte. En finale face à l'Éthiopie, victoire 4-0. Qu'est-ce que je voulais dire à une suite?
Oui, voilà. Deuxième question. Combien de pays participent à la CAN? Bah 16. Réponse simple. Tout Ah simplement. d'accord, ok. Je veux dire, c'est bizarre, c'est une question facile ou j'ai pas... Non, il y a un c'est- piège. il y avait pas de piège. C'est- Moi, je saurais même pas te dire combien participent. Hein. Moi, les sortir archi, genre 30 et quelques, c'est parti. non, c'est Je 16, considère que ça m'intéresse. 16 équipes sont qualifiées sur 48 participants aux éliminatoires. Donc ça fait Ouais. un partout. Tiens. Ah, bah, ça se bosse à l'euro. ça. Attention, Oh, question de c'est cher. rapidité. Celui Bah non, qui le c'est- sait, qui ne le sait. Enfin, faut savoir. Question de rapidité. Qui est le tenant du titre? Côte d'Ivoire. D'ivoire, Christophe est le plus rapide. 2-1. Donc c'était en il 2015. était plus mou. Quel est le pays le plus... C'est vrai, mais je me l'ai dit en même temps, non. j'étais plus mou, donc. Alors, le pays le plus titré, c'est l'Égypte. Égypte. Oui, 7. mais... calme-toi. combien de CAN a gagné l'Égypte? 7. 7. Ouais, bon, bah voilà. Bravo. Ah putain, ça, par contre je savais pas. Ouais, non, ça fait 7 quand même. Hein. Moi, je le sais, je m'en rappelle la dernière. Hein. 7 et c'est la première nation africaine à avoir remporté le trophée 3 fois de suite. En 2006 face à la Côte d'Ivoire, en 2008 face au Cameroun et en 2010 face au Ghana. Hmm. Donc D'ivoire en 2006, j'avais regardé la finale. Au tir au but, c'est fini. l'édition 2017, où est-ce qu'elle se déroule? Au Gabon. Au Gabon. Gabon, bien joué. Putain, mais arrête d'être plus vif que moi aussi. 3-2. Laisse-moi des points pour une fois que je connais un peu. T'as déjà 2 points, tu te fous de ma gueule là, putain. J'en ai deux. Bah oui. Oui, t'en as 2, 3-2, Je sais ça même fait pas. 3-2. Alors, les 3 prochaines cannes sont déjà attribuées à beaucoup de pays. La prochaine canne, ça sera en 2019. Où se déroulera-t-elle? Au Maroc. Non. Alors attends que je fasse les pays hein, dans ma tête. Cameroun. Cameroun, bien joué. C'est ça, c'est le Cameroun. Putain. 2019, alors les 3 prochaines, je viens comme je vous l'ai dit, ont déjà été désignées. Donc 2019, ce sera au Cameroun. En 2021, elle aura lieu en Côte d'Ivoire. Et en 2023, ce sera en Guinée. D'ailleurs, pour Ils prédisent à la grosse sévère quand même. Hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, le Gabon, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils avaient organisé une CAN, puisqu'ils avaient organisé la CAN 2012 En avec, 2012. ouais, avec la Guinée équatoriale. Donc 5 ans plus tard, et la Guinée équatoriale l'a organisé il y a 2 ans. Ouais, c'est... Ouais, c'est vrai. Turnover assez bizarre. Alors là, ça va être un petit trouver l'intrus. Il va falloir me trouver parmi les 4 pays que je vais vous proposer celui qui n'a jamais gagné de CAN. Vous êtes prêts? Mhm. Alors, Ouais. Maroc, Éthiopie, Ouganda, Algérie. Ouganda. Maroc. Ouganda. L'Ouganda n'a jamais gagné de CAN. L'Ouganda a fait une finale, mais n'a jamais gagné. Alors, le Maroc a gagné une CAN en 1976. L'Algérie en a gagné une aussi en 90. Et j'avais dit qui? Le Mali? Non, l'Éthiopie. L'Éthiopie, pardon. L'Éthiopie, oui, parce que le Mali, on n'a pas gagné. L'Éthiopie, oui, on a gagné une en 1962. On est à 3 partout. Mhm. Oui, 3 partout. Non, 4 que je trouvais le Gabon. Ah oui, 4-3, ouais. 4-3. Non, attends. Ah non, attends, trois. c'est moi Non, qui trois trop J'ai partout. mis le un doute là. 3 partout. Non, t'as trop le Pose-moi une Cameroun. Non, il y a 4-3, il a raison, il y a 4-3 pour lui. 4-3. C'est trop le Cameroun. Bon, Ouais. j'ai pas envie de vous laisser sur une question comme ça. On va dire que... J'ai un 2 points, c'est ça? Ouais, on va dire que celui qui... Voilà. celui qui trouve la question... enfin, la réponse à la prochaine question va gagner, quoi. Mhm. Hein, on va dire ça. Alors... Bon, oui. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous trouver? Attends, je vais en trouver une. Parce que là, j'en avais plus en fait. Mais j'avais envie de foutre la merde dans votre quiz. Donc, attendez. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois, bah oui, mais sinon, c'est pas marrant. Bah, Alors, dernière question, hein, pour vous départager. Hein, bien évidemment, cette question vaut 2 points. Quel est le nom du sélectionneur qui a gagné la CAN avec 2 sélections différentes? Le seul. Hervé Renard. Hervé Renard, et j'ai entendu Christophe un poil de cul le dire avant. Donc Christophe remporte les 5 points. Oh non, mais c'est bien.
Ah, regarde, il a pas. Non, mais je sais pas, je dis Hervé Renard, moi je t'entends juste après moi, t'as commencé quasiment en même temps, mais c'est pas grave. Écoute, moi ce que je te propose, Non, c'est que tu réécoutera l'émission et puis il dira. Oh, tranquille, c'est fait. Non mais il a passé une soirée de merde. Le Real a perdu, Marseille a perdu. Heureusement que Milan il jouait pas ce soir. Hein. Oh, heureusement que Manchester a égalisé à la 85e, parce que là je peux te dire, je me tire une balle. Non, bah enfin, t'inquiète pas, Alex, il y a un deuxième quiz, tu m'as pris pour qui? Sur Oh, Cabella. bah, je te connais, hein. Ouais, voilà. Sur Cabella. Alors, qui c'est le plus nul de Marseille? Cabella. Oh putain. Il va craquer, il va tuer quelqu'un. Je suis pas loin là. Alors on va faire le petit quiz que j'aime bien. Normalement on le fait en équipe hein, quand il y a plus de monde. Oui. Mais là vous êtes On fait des équipes d'or. Ouais, des équipes Deux d'or. équipes d'or. Donc là au lieu de donner des noms d'équipes, vous allez vous donner des surnoms s'il vous plaît. Donc Christophe, tu vas attribuer un surnom à Alexandre et Alexandre va t'attribuer un surnom. Ah ben, moi j'en ai trouvé un, ouais, c'est bon quoi. Cabella. Cabella. Et Alexandre. Bon, alors, on va, vu qu'on fait sur l'ICANN le quiz ou pas? Non, c'est pas de la canne, c'est des quiz déclarations. C'est sur quoi le quiz? Quiz déclaration. Ah oui, Nicolas, fais pas chier. Donc T'es Cabella. gros, tu lui ressembles un Nicolas. Allez. Pire à te faire reculer, bien sûr. Enfin, ça tu couperas au montage. Mais... Non, on coupe au montage, voyons. On n'est pas censurés, nous. On est sur un média libre. Si découpe te plaisir au montage, le pauvre. C'est vrai qu'en même temps, je dis tellement peu de conneries par rapport à Valentin, ça va. Ouais, c'est Non, vrai. le pire, c'est quand il y a moi et Julien dans les émissions. Oui, c'est vrai que c'est tous les deux. Vous êtes Donc pas mal. on va commencer avec la première déclaration. C'est un joueur. Est-ce que j'en sais plus sur le mercato? Oui, bien sûr. On va faire venir un ailier gauche brésilien du Barça. Mais n'en parle à personne, s'il te plaît. Alors c'est un joueur qui s'adresse à un tweetos, visiblement. Putain, qui c'est qui a dit ça? Vous avez vraiment aucune idée? Ah ouais, j'en ai pas entendu parler. C'est un joueur de l'OM. Wow. Gomis? Non, pas Gomis. Attends, je sais pas. Pour le coup, je sais pas. Un joueur arrivé cette saison. Vainqueur? Oui, vainqueur. Bien joué. Non, il Le répondait. joueur, j'en savais rien. Il répondait à quelqu'un qui l'avait mentionné sur Twitter pour savoir s'il en savait plus sur le mercato. Et il lui a répondu ironiquement qu'ils allaient. Ah là, moi je pensais sérieux, il va faire venir Neymar. Voilà, trop tard. Voilà. Moi j'y ai cru. non. Donc 1-0 pour Alexandre. Pour Cabella, pardon. Deuxième citation, c'est une ancienne gloire du football français. En 2017, après un long règne, j'abandonne finalement mon titre honorifique de joueur le plus acerbe avec les journalistes. Zlatan est mon héritier naturel et il portera mon héritage. Cantona. Ouais. Un partout. Donc fin de la citation, je leur ai donné beaucoup de mal, mais il leur fait manger leurs couilles. Respect. Putain, c'est vrai, cette déclaration, c'est du Cantona tout craché. Ouais, c'est du Canto dans le. Faut que je me trouve un maillot Cantona. Un maillot vintage. Avec le col, tu sais, avec le col. Ouais, je vois. Ouais. Troisième citation, c'est un joueur qui est toujours en activité, qui est même très en activité, on va dire. Il y a eu beaucoup de campagnes contre moi dans le football et hors du football aussi. On a voulu me taper. Non, on a voulu me taper de tous les côtés, mais The Best a été The Best et c'est moi. Donc je suis très content. Zlatan ? Non. C'était lors de la. Enfin, non, pas lors de la, n'importe quoi. C'était sur une interview sur une radio. Radio espagnole. Ronaldo, ouais, voilà. Ah ouais. Ouais. Voilà, c'est la modestie. La modestie du. tu sais, avec Zlatan, maintenant, la modestie peut rien te surprendre. Oui. Une fois que t'as vu Zlatan, maintenant, les autres, pour moi, c'est des amateurs. Donc, on va passer à la quatrième citation de 1 pour Cabella, face à Nicolas.
Alors là, c'est un président de club. Je crois qu'Olas est dans son rôle habituel. C'est un manipulateur qui essaie de récupérer... Serein. Ah, c'est le président de Metz. ça, Serein, je sais pas ouais. Ouais, serein. 2-2. Donc qui essaie de récupérer 3 points sur tapis vert. Donc donc c'est le président de Metz, Bernard Serein, J'en suis tout ça. qui l'a... Ouais, bon. Est-ce qu'on va souligner ça? Je ne crois pas. Non, il fait des efforts, y a pas Julien, y a pas... Non, mais y a pas- pas... C'est que c'est sorti tout seul, mais vraiment. Il essaye vraiment de relever le niveau en termes de blague. Il y a pas à dire. Il fait des efforts. Mais Ah oui, on peut pas lui reprocher ça. Mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Faut que j'aille dormir après. Ça se passait bien jusque-là. C'était... Oh. Donc on va passer à la 5e Ouh, vas-y, citation. je vais me coucher, moi. De partout, je le rappelle, entre Cabella et Nicolas. C'est encore un président de club. Je suis bien content qu'il soit parti. Sa retraite, j'en ai rien à foutre. Ah, charmant. Je veux savoir qui a amené ce joueur ici car c'était un mauvais joueur. On l'avait pris pour remplacer De Plagne et c'est De Plagne qui joue. De toute manière, je ne crois pas à sa retraite. C'est Nicolas. Oui, c'est Nicolas qui parle En parlant de Vandenborg. Ouais, d'Anthony Vandenborg qui a pris sa retraite et qui a quitté donc le MHSC il y a quelques jours. Il l'a pas apprécié visiblement Nicolas. Attends, il l'a recruté en début de saison pour qu'il prenne sa retraite? Je sais plus quand est-ce qu'il est arrivé Vandenborg. Ouais, c'était ouais. Ouais, c'était Il est arrivé cette- Tu sais qui ça me fait penser ça en NBA? Non. Stoudemire qui signe oui, Knicks et prend sa retraite le lendemain. Ouais, exact. C'est vrai. Donc 3-2 pour Monsieur Nicolin qui a trouvé sa propre citation. Ah bah oui. Ah, bah, On a pas une sur Cabella qu'on rigole. Genre, j'ai raté une occasion devant Subasic, je non, donne des millions. au risque de te Je suis décevoir, nul, je fais le signe de Jules. au risque de te décevoir, il y en a pas. Ah merde. Pourtant, on a fait une interview sur Jules, on fait la parler que de Jules pendant une demi-heure l'autre jour. Donc. Oh, il casse les couilles. 6e citation. Encore un dirigeant de club. C'est pas normal qu'on prenne 2 buts à Lyon en 10 minutes. On n'est pas une équipe amateur. C'est grave. Nicolas. Oui, encore Nicolas. Putain, mais arrête de prendre Nicolas, sans déconner. Je te jure, alors, déjà que les dirigeants, j'écoute jamais ce qu'ils disent, surtout sur Donc bon, pour faire la citation en entier, c'est grave, on devait se battre, mais là c'est triste. Je suis en colère contre mon entraîneur et mon équipe, je commence à en avoir plein le cul. On n'a pas les moyens de le licencier, mais c'est à lui de faire son boulot. Il faut repenser la cellule de recrutement, en juin ça va bouléguer, comme il dit Nicolas. Il faut un grand défenseur et pas que des pipes, on a pris que des pipes et un bon attaquant, on a suffisamment de milieu de terrain. Donc c'était la fameuse interview dont on parlait tout à l'heure. Qui désigne tout le monde pour rien. Voilà. Donc ça fait 4-2 pour... La fameuse interview qui désigne tout le monde parce qu'il fait ça une Ah fois oui, par non, mois. mais il a épargné personne. Non, mais de toute façon, il défonce tout le monde dans son club au moins une fois par mois. Okay. Donc, ça fait 4-2 pour Christophe Nicolin. 7e citation. Pardon, excusez-moi. À ce que je sache, je ne suis pas le cerveau d'une secte. Foutre un vestiaire en l'air, comment je peux faire ça? Donc moi, je vais arriver... pardon, excusez-moi, je vais la recommencer. Donc moi, je vais arriver dans le vestiaire de l'équipe de France. Il y aura 23 joueurs. Moi, je vais arriver à retourner 12 remplaçants. Je vais leur dire... Benzema. Non, venez on fout le bordel, on ne joue plus. Mais vraiment, n'importe quoi. Et les gens gobent, c'est ça le pire. Nasri. Benzema. Ouais, Nasri, c'est ça. Franchement, je savais pas. C'est dans une interview à 11 pour 11 mondial. Ouais, mais je me doute, hein, je sais vraiment pour le coup, je sais pas. Donc, c'est pas nouveau qu'on accuse Nasri d'avoir semé la zizanie, entre guillemets. Ouais, enfin bon, lui, il a pas eu de chance parce qu'il arrivait dans une période de l'équipe de France. Oui, où c'était facile de tirer sur l'équipe de France à ce moment-là. Voilà, vu que c'était tous plus ou moins des petits cons à ce moment-là, parce qu'ils étaient jeunes. Non, mais enfin, pas pour le défendre non plus. Mais c'était le sport national de tirer sur l'équipe de France à l'époque, donc bon, fallait bien trouver quelqu'un. Ouais, je te dis, il arrive au mauvais moment. Donc, ah oui, non, mais vu qu'il était là, il faisait parler de l'Arsenal, à ce moment-là, sûrement qu'il doit parler. Bah non, c'est la fin de Blanc et le début de Deschamps, donc c'est 2012-2014, donc il était déjà à City. Ouais. Ouais, non, bah, tu sais, avec le pauvre, je te dis, il arrive au mauvais moment en équipe de France, donc... Ouais, enfin, après, il est pas tout blanc non plus.
Ah, c'est sûr, mais bon, après, tu sais, on va pas refaire le débat. Hein, non, bah non, ça sert à rien. On va pas stagner. Voilà. Donc ça fait 5-2. Ouais. 5-2. Ouais. Et Alexandre Cabella est déjà dans la merde. Il en reste 3. On fait le reste, et si je l'ai perdu, on fait les 3 dernières. Ouais, bah oui, bien sûr. Nouvelle citation. Là, c'est un entraîneur. C'est insupportable qu'une agglomération de plus d'1 million d'habitants ne fasse pas la loi dans les tribunes. Malgré les groupes de supporters. Ouais, exact. Donc, après le match contre Marseille d'ailleurs. Ouais, voilà. Malgré les groupes de supporters extrêmement méritants, de voir du bleu partout, c'est insupportable. Est-ce que toi tu confirmes que les supporters toulousains sont chiants, Christophe, toi étant bordelais? Bah c'est des gros cons. Voilà. Non mais après ce problème-là, enfin si on peut appeler ça un problème, même à Bordeaux, quand t'as un Bordeaux-Marseille, t'as la moitié du stade qui est pour Marseille. Enfin, il faut pas, même si j'aime pas Marseille, que c'est des gros cons et tout ce que tu veux, bah il y a beaucoup de supporters marseillais et surtout dans le sud-ouest. Il y a beaucoup de supporters marseillais. Oui. Donc mais Dupraz il ouvre sa gueule parce que maintenant il n'arrête pas de perdre et que ça le fait chier et donc il est obligé de parler d'autres choses pour pas qu'on parle de ses résultats en fait. Donc Mais tiens, tu veux un exemple tout bête, regarde, tu vois, j'habite en Bourgogne. Avec Potin, on avait déjà été voir des Auxerre Marseille ensemble. Donc, tu vois, Auxerre Marseille, c'est pas la porte d'à côté. Hein. Tu me crois si tu veux, sur les 4 tribunes, t'en avais 3 qui étaient remplies de Marseillais. Bah oui, non mais c'est comme ça. C'est normal, c'est Marseille, de toute façon, on peut dire que c'est le club le plus populaire. Donc moi, rien ne m'étonne. Hein. Bah, il pleurait parce que son stade était vide et pour une fois il est rempli. Bah écoute. Il est rempli, il y avait 25 000 personnes. Bon, il y a que des Marseillais, mais t'avais 25 000 personnes. L'argent va pas à Marseillais, va à Toulouse l'argent. Donc, ouais, donc au final, ça va à son point. Ouais, mais c'est comme je te dis, avec Quentin, on a été voir de Auxerre Marseille, même de Auxerre Saint-Etienne. C'était quand tu vas voir Auxerre Saint-Etienne, le stade il est vert. Hein. Pourtant, c'est Auxerre le match. Hein. Alors imagine quand c'est, pourtant Saint-Etienne, voilà, c'est moins populaire que Marseille. Ouais, imagine quand c'est Marseille qui vient à Auxerre. Il y a toute la région parisienne qui descend. Hein. Donc on va passer à l'avant-dernière question, citation pardon. Alors, il devrait prendre des mythoprane. C'est des doliprane en suppositoire pour les mythos. Oh, je sais qui c'est, je voulais son nom. C'est merde. Oui. Moi je sais pas. Ah mais je l'ai vu en plus la déclaration, putain. Bon, et il a déclaré aussi qu'il voulait casser la gueule de Petit. Ah mais je sais, c'est putain. Alors là pour le coup là, enfin pour les mythoprane, il parlait de William Gallas, la fameuse personne en question. C'est Nasri ? Oui, c'est Nasri, ouais. Ah là, c'est ça. Non mais je l'avais vu en plus la déclaration. C'est dans la même interview pour 11 mondial. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça m'avait marqué parce que en plus il y avait même le montage avec la boîte de mythoprane et tout, ça m'avait fait rire. Et bah ça fait 5-4 et vous savez quoi ? Bah la dernière de points. Bah comme tout à l'heure. Non mais c'était prévu hein. Oui, bah, je sais. C'était prévu. Bon allez, dernière. Non, vous savez quoi ? Si celle-là Alexandre égalise, j'en ai une là en réserve. Et ça dépend. Au pire, même si je perds, on fait la dernière pour déconner. Ouais, vas-y, allez. On a que ça à foutre. Ouais. J'aurais donc allez. Dernière. Okay. J'aurais aimé que Messi et ses coéquipiers soient là ce soir à la cérémonie, mais je comprends les raisons. Ronaldo. Mais je comprends. La remise du trophée FIFA Player. Voilà. Mais je comprends les raisons qui les empêchent d'être ici. Le Barça a un match important en Coupe du Roi, donc ils n'ont pas pu venir. Bon. Et d'ailleurs, apparemment, Iniesta aurait appelé Sergio Ramos pour s'excuser de ne pas pouvoir venir. Je sais pas. Enfin bref, c'est. Bon, je sais pas si. C'est d'après les journaux espagnols, en gros, Iniesta aurait appelé Ramos pour dire qu'il s'excusait que les joueurs du Barça ne puissent pas venir à la remise. Voilà. Je sais pas si c'est nécessaire en fait, ce qu'il a fait. Non, mais c'est comme une année, le Real n'était pas venu à la remise du Ballon d'Or de Messi. Ah, peut-être. Parce que 3 jours après, ils jouent en Coupe du Roi. Peut-être. Bon, allez, dernière citation pour vous départager, les gars. Alors, c'était il y a 5 jours. Alors, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, mais ce qu'ils disent ne m'intéresse pas. Les anciens joueurs ne savent pas ce qui se passe réellement entre le club et moi. Alors, c'est un joueur qui parle d'une déclaration de Thierry Henry. Thierry Henry a taclé plusieurs joueurs récemment dans... de toute façon, comme tous les anciens joueurs qui sont devenus consultants. Quoi. Ouais, donc il a taclé... Giroud ? Non, c'est pas Giroud. C'est un joueur d'Arsenal.
Koscielny? Non, c'est pas Koscielny. Sanchez. C'est pas Sanchez. Sanchez faisait pas. Ozil? Ouais, c'est Ozil. Ah bah, de toute façon, on avait une chance sur 11. Hein. Oui, bah oui. Donc ça fait 10 On points. faisait les 11, puis au mot qu'on a trouvé bon. Ça fait 10 points supplémentaires pour Christophe. Bravo Christophe. Félicitations. Merci. Félicitations. Bah oui. Bravo. Mais Ce fut serré à chaque fois, mais c'est... ouais, non mais c'est bien, des beaux combats comme ça, j'aime bien moi. J'aime bien. Bon, j'aime Bah, bien. quand la qualité est au rendez-vous, Ah, bah, il exactement. est serré. Faut pas Exactement. dire le contraire, parce que d'habitude, les quiz, je les survole d'habitude. Hein. Oh, je sais pas. Je sais pas. Je te rappelle, je faisais toujours, je gagnais toujours tranquille les autres. Non, en fait, c'était, enfin, pour parler un peu de l'histoire entre Henry et Ozil, c'est Ozil taclé récemment, Ozil, pardon, Henry taclé récemment Ozil et Sanchez par rapport à leur prolongation de contrat qui traînait un peu. Surtout sur le fait que les deux joueurs se montraient assez gourmands pour prolonger leur contrat. Enfin, il est assez gourmand en Angleterre maintenant. Et donc dans Kicker, le magazine allemand dédié au foot, et ben Ozil a souhaité répondre à cette attaque de Thierry Henry. Donc voilà. C'est comme, je sais pas si t'avais regardé le Football Show la semaine dernière. Non, ben non, je regarde pas. En fait, il y a Galtier qui a annoncé le salaire de Aubameyang s'il partait en Chine, il aurait pu toucher 41 millions d'euros par an, tu vois. Ouais. Et là, t'as la tête de Papin, elle est mythique sa tête. Tu vois la tête du mec du masque là, tu sais, Ah dans, non, oui, ça tu je vois l'ai la vu. fille danser, là. Je l'ai vu traîner ça. Même délire. Ouais, non, je l'ai vu traîner. La cette même image-là. délire. Il ouvre la bouche, mais t'as l'impression on l'a perdu. Ok. Et là, bah, ça m'a marqué, ça m'a fait rire. on va signer la fin de cet épisode de Football Universe. Le premier de l'année 2017. On va revenir la semaine prochaine. Et le dernier, on revient en 2018, allez, c'est parti. Ouais, bah oui. Ouais, j'en ai déjà marre là. Donc on revient la semaine prochaine, On est pas payé, en plus. normalement avec plus de chroniqueurs, j'espère. Même si les deux de ce soir m'ont très bien convenu, hein, parce que bon, la qualité était là. Bien sûr. La qualité était là. Quand t'as le débatteur de l'année et le meilleur chroniqueur, Exactement. ça fait tout. T'as même Exactement. pas besoin des autres. Bon, allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Football Universe. Salut tout le monde. Salut. Ok.